Bonjour la Freediving Family, cet épisode est sponsorisé par Planète Apnée. C'est une école dédiée à 100% à l'apnée. Basée sur le lac d'Annecy, elle vous propose un large choix d'activités, de l'initiation à la formation instructeur, AIDA ou CMAS. Vous pouvez être coaché par Simon ou Adeline, ou tout simplement venir en autonomie et en toute sécurité. Les départs se font directement du bord, et pour les explorations et les sorties à plus de 40 mètres de profondeur, c'est départ en bateau. Planète Apnée organise aussi des séjours apnée sur mesure pour les clubs. Vous trouverez plus d'informations sur www.planetapnée.fr. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Maures et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la Freediving Family, c'est Julien Moreau, je suis de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui notre invitée est Catherine Chouinard, connue sur les réseaux sociaux comme Cat4Dive. C'est une Québécoise vivant en Égypte depuis 7 ans, elle est basée dans le désert du Sinaï, dans le village de Dahab, c'est là où je vis actuellement. Dahab, c'est un petit village en face de la mer Rouge et de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment la Mecque des freedivers, le paradis pour s'immerger. Kat, pour moi, ça a été une guide dans la vie d'Ahabienne parce qu'en 2021, elle m'a confié son école, ses élèves, partagé aussi sa pédagogie alors qu'elle était enceinte et ne pouvait pas plonger en apnée. Elle connaît tout le monde et tout le monde connaît Kat dans le milieu de l'apnée, connu comme le loup blanc si on devait prendre une expression française. Et dans cet épisode, nous vous parlerons de son expérience d'expatriée en Égypte. Nous parlerons de comment elle vit le fait d'être une femme blanche, athée et une maman dans une région du monde qui est principalement musulmane, au cœur des tribus bédouines. Parce que oui, le Sinaï, c'est bédouin, on pourrait croire que c'est égyptien, mais c'est surtout des tribus bédouines. On va discuter aussi de comment est-ce qu'elle réalise des shootings photos en mixant apnée et plongée bouteille. Elle nous parlera aussi de son rôle de juge AIDA et de sa relation avec les dauphins à bec long, où elle plonge à Sataya, puisqu'elle organise souvent des voyages à la voile qui mixent voile et apnée. Et puis bien entendu, nous ferons du fun sur les différences de langue entre les Français et les Québécois. Pour les novices de la géographie, le Québec est une région francophone tout à l'est du Canada. Pour l'anecdote, et parce que je suis chauvin et fier, il faut savoir que ce territoire a été découvert en 1534 par l'explorateur malouin Jacques Cartier. Et pour l'anecdote, je suis fier de le dire, j'ai un lien de sang par le grand-père paternel à la 18e génération. Chers auditeurs de la Freediving Family, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de noter 5 étoiles le podcast. C'est important de le faire, c'est important de soutenir la communauté, de soutenir la FF, parce qu'il faut que notre sport soit plus visible, il faut qu'on inspire davantage de gens à s'immerger, parce que s'immerger en apnée, c'est aussi contribuer à un monde plus calme, plus en paix. Et puis c'est important de partager la connaissance, je pense par exemple à l'épisode avec le médecin Romain Guédéguès ou la chercheuse en neurosciences Marion Dougan, ce sont des épisodes qui sont importants, on contribue à faire avancer la science, et si la science avance, il faut que les connaissances avancent aussi, et puis il faut que ça touche un maximum de personnes. Bref, soutenez la FF, abonnez-vous au compte Insta, vous pouvez aussi suivre mon actu sur mon compte personnel Julien Moreau, éco-aventurier, et puis si vous avez gagné au loto, n'hésitez pas à devenir tipeur, et vous pouvez contribuer à partir de 1 € par mois à financer, à m'aider à couvrir les frais du podcast. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle écoute.
Catherine Chouinard, une Québécoise au cœur de Dahab. Ça commence maintenant sur la FF. Épisode 20 avec Catherine Chouinard. Welcome. T'as mal dit mon nom. Catherine Chouinard. Merci. Ah, excuse-moi. En arraché, t'as vraiment arraché. Et bienvenue sur la Free Living Family 4, ça me fait super plaisir de te recevoir. Merci de l'invitation. Et je voulais déjà te remercier parce que c'est grâce à toi que je connais Dahab, c'est grâce à toi que je vis ici parce que c'est toi qui m'as fait confiance il y a 2 ans et demi, 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans et demi déjà. Waouh. Et tu m'avais confié ton école et tes élèves. Merci. Pendant 3 mois, et c'était trop cool. Ah ouais. Et merci. on passe le bonjour à Juju, qui nous avait mis en contact. Julienne Turcot et Alexandra. Salut les amis. Les amis du Québec, les amis du BPGEPS, on vous embrasse fort. Kat, je crois que les gens ils ont reconnu, tu parles français, mais t'as un petit accent particulier, non? Oui, mais il est en train de prendre le bord, mon accent. Il est en train de prendre quoi? Le bas. Il est en train de prendre le bord, comme le bord du bateau. Il est en train de partir. Qu'est-ce qu'il est? Mon accent québécois, il est moins québécois qu'avant. Il me dit que tous les clients, principalement ici en étant Dahab, on parle anglais. Ouais. Donc c'est sûr que j'oublie pas mes racines, j'oublie pas de où que je viens, mais on parle moins français souvent ou couramment qu'anglais. J'ai envie de dire, tu parles français, tu parles québécois, quoi. Ouais, il faut que je m'adapte, faut que je parle plus lentement et je prononce bien les mots si je veux me faire comprendre en français. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et Kat, ça fait, je crois, maintenant 9 ans. 7, ouais. 7 ans que t'es à Dahab. Eh bien, il-moi pas d'avance. 7 ans que t'es à Dahab. Et déjà, oui. Il y a quelques jours, t'es devenu instructeur trainer AIDA. Oui. Donc, félicitations. Merci. Après toutes ces années. Ouais. C'est bien. C'est top, félicitations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es arrivé à Dahab? Est-ce que c'est l'apnée qui t'a amené ici? Oui, c'est grâce à l'apnée. En fait, il y a plusieurs années déjà, j'avais vu un ami. On va essayer de le faire en top chrono en 8 minutes. Parce que sinon, ça peut être une histoire qui peut prendre pendant des heures. Ah, mais on peut prendre 2-3 heures si tu veux. Ah ouais, ça va être longtemps. En fait, j'avais vu un ami, on va commencer du début. J'avais vu un ami avec qui j'avais fait un cours d'instructeur en scuba diving à Montréal. Puis lui habitait à 3 heures de route de Montréal. Il y a un petit village qui s'appelle Trois-Rivières. Puis il venait à Montréal pour faire le cours d'apnée. Puis dans le temps, on n'avait pas les réseaux sociaux, il y avait juste Facebook. Puis comme c'était un ami, un collègue que je connaissais depuis des années, je me disais, ah wow, lui, il va se claquer 3 heures de route pour venir à Montréal pour faire un cours d'apnée. Puis il me l'a même pas dit, tu sais, il aurait pu dormir sur le divan, il aurait pu crècher à la maison, il aurait pu faire de quoi. En place de se claquer un aller-retour Trois-Rivières, Montréal, c'est presque 6 heures de route dans la même journée ou même soirée, c'est beaucoup. Bref, ma première intention, c'était d'aller faire le cours et de surprendre mon ami, de faire « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Puis tu m'as pas dit que tu étais à Montréal. » Bref, ça, c'était ma première intention. Ça s'est avéré que j'ai fait le cours à Montréal, c'était pas top. Les enseignants étaient pas... ils étaient pas très compréhensibles, ils étaient pas très pédagogiques, merci. Ils étaient pas top. Mais je savais que j'aimais l'apnée. Je savais que j'aimais être dans l'eau. J'étais déjà instructeur en scuba. J'aimais ça être dans l'eau de façon générale. Donc, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Bref, au cours des mois qui suivent, j'ai eu la possibilité d'aller à Utila. Donc, je suis allée à Utila. C'est dans quel pays, ça? Utila, c'est une des 3 îles qui appartiennent au Honduras. Donc, tu as la Big Island, la grosse île qui est Roatan. Petite île qui est plus backpacker, qui n'a pas d'auto, un peu comme plusieurs îles. Il n'y a pas d'auto. Tout se fait en vélo, c'est très petit. Puis, tu as les autres îles qui sont paradisiaques, Cayo Cochino. Je me souviens pas le nom exact, je dois le dire. Ouais, c'est beau. C'est bien. Puis, Utila est vraiment connu aussi pour scuba diving. Mais bref, j'avais une amie qui était déjà là à Utila, donc je suis allée voir. Puis, tout a bien été à Utila. J'ai eu un instructeur qui était vraiment top, qui était beaucoup plus pédagogique, puis je savais que j'aimais ça, puis c'était bien, il y avait des bonnes vibes, il y avait tout. Donc, quand je suis retournée à Montréal, l'été était déjà germé. Et là, l'été était déjà germé. Ah, j'adore comment tu parles. L'été avait déjà germé.
Mais t'es sur quel niveau là à l'époque à Utila? Ça s'appelle avec c'était avec apnéa totale, donc c'était un cours de, je crois que c'était Advance, mais je faisais déjà du 30 mètres. Ok, tu plongeais sur Donc 30 mètres. c'est jusqu'au RV, on va dire. Je faisais du 30 mètres et quoi que ce soit. J'ai été là seulement pour, je crois, 2 ou 3 semaines. Puis après ça, revenir à Montréal, l'été, la saison est très courte parce qu'on plonge dans les carrières ou on plonge, évidemment, en hiver, mais sous glace. On fait du gros 5-8 mètres max. C'est pas la même chose, un entraînement en eau froide. Donc, bref, l'été était germé après être revenu de Utilab. Donc, ça m'a pris un bon 2 ans. Ça a été les 2 plus belles années à Montréal aussi. J'avais un copain à l'époque, on était bien situés, on avait une belle situation. Bref, j'en ai vraiment profité. Tu travaillais dans quoi à l'époque? Je sais pas comment translate en français, mais j'étais gérante dans un service d'épicerie de traiteur. Ok, catering. T'étais dans le catering, quoi. Oui, mais c'était comme un service personnalisé, mais en même temps, c'était une épicerie de produits fins, quoi que ce soit. J'avais comme la gestion de 3 départements. Je devais avoir, je crois, 26 ou 28 employés en dessous de moi. Ah ouais. Donc, c'est joli quand on compare à maintenant. Ouais, c'est vraiment... Puis, j'ai été dans, je sais pas si ça se dit en français, mais dans la restauration pendant presque une 20aine d'années en partant. Ça a été mon premier emploi pendant longtemps. En fait, mon premier emploi, je l'ai gardé jusqu'à temps que je parte. J'ai commencé à travailler à 14 ans pour Monsieur Lavigne et j'ai fini de travailler pour lui juste avant de partir à 27, 28 ans. Ah, mais t'es resté hyper longtemps pour Monsieur Lavigne. Alors. Oui. Et on lui dit bonjour à Monsieur Lavigne alors. Oui, je vais lui faire écouter le podcast. Mais bref, mais j'ai eu d'autres emplois entre-temps aussi, mais lui a tout le temps été mon premier et mon dernier. Donc, c'est ça. J'ai continué à travailler. Entre-temps, j'avais des entraînements en piscine. Donc, les entraînements en piscine qui se donnent par Monsieur Ralph, qui est le meilleur coach que j'ai pu trouver, qui m'a donné vraiment motivation et tout. Encore aujourd'hui, j'ai sa voix dans ma tête qui me crie après « Celle-là, elle va tirer! » Il est trop cool. Mais Raph, il est trop cool. Donc, il y avait les entraînements en piscine, des fois 1 fois, des fois 2 fois semaine. Puis évidemment, la location de la piscine, c'est en fin de journée. Donc, il est rendu 9h le soir, t'as la journée dans le corps, t'as arrêté de manger à midi, t'as pris un café à 10h le matin pour être capable de faire tes entraînements. Bref. Puis après, j'ai eu la possibilité. Donc, avec le copain de l'époque, lui, il voulait retourner justement au Honduras. Puis j'avais dit, ouais, tu sais, moi je t'aime, je te suivrai partout, mais j'ai pas envie. Il s'appelait Clément. Clément. C'est un Français. Oui, c'est un Français. Qui avait immigré au Canada quand il était plus jeune. Puis lui, il voulait retourner au Honduras. Puis je voulais pas retourner avec lui. Parce qu'on avait déjà été dans les années antérieures. Puis j'avais dit, j'aimerais ça faire de quoi de nouveau, aller voir quelque chose. Bref, de bout en compte, il est parti au Honduras. Donc le même matin, je suis allée le déposer à l'aéroport. Je suis revenue à la maison, plier bagages, fermer la maison. Puis mon ami est allé me reconduire à l'aéroport. Et je voulais pas aller en Asie. J'avais souvent été en Asie. Je voulais pas aller dans les Caraïbes parce que j'ai fait beaucoup de voyages dans les Caraïbes. Dans le Pacifique, c'est l'hiver en même temps que le Québec. Donc, il faisait trop froid. Donc, la seule solution qui restait, c'était la mer Rouge. Puis, évidemment, la mer Rouge, c'est un petit peu plus loin, c'est différent. Donc, j'ai dit, OK, let's go, on va pour la mer Rouge. Donc, aucune idée, je parlais pas français. J'avais très peu d'économie. Donc, le même matin que je suis allée porter Clément à l'aéroport, je suis revenue à la maison et je suis partie pour direction Égypte. Dans le temps, ça m'avait coûté 600 piastres. 600 pièces? 600 piastres, ça veut dire... C'est pas des pièces, c'est des piastres. Ça m'avait coûté, je crois, mais c'est tout le temps une question de temps ou d'argent. Donc, ça m'avait pris presque 4 jours avant d'arriver ici à Dahab. Mais 4 jours? Presque, oui. T'es venu à la voile? Comment t'as fait? Non, j'avais fait un vol, Montréal-Toronto. Après ça, un escale Toronto-Belgique. Belgique, Paris, Turquie, Charmes, puis Charmes taxi à Dahab. Ça avait été long en plus avec le décollage horaire et tout.
Ah ouais. Mais t'es Donc, arrivée toute seule ou avec Clément? Non, je suis arrivée tout seul. Et Clément, c'était ton amoureux ou un copain? Oui, mais c'était mon amoureux des 8 dernières années. Ok. Donc, mais ça reste une des plus belles et des merveilleuses personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, mais au fil des mois qui ont suivi, en restant à Dahab, lui, sa vie, elle a continué, ma vie, elle a continué, donc c'est juste un accord commun, on s'est séparés. Il y avait de l'amour, mais les choix de vie étaient différents, quoi. Ah oui. Oui, mais en même temps, c'est correct. C'est pas... Je suis contente où que je suis, puis je présume, j'assume pour lui qu'il est content aussi, qu'est-ce qu'il fait. Mais Donc, t'avais décidé de t'installer à table ou t'es dit je vais juste plonger là un mois ouais, je voulais ou deux? juste plonger, je voulais juste être ici. En fait, mon idée, c'était, vu que j'avais cet instructeur qui m'avait dit, mon premier instructeur qui m'avait dit des choses méchantes, j'avais dans l'idée que non, je suis capable de me prouver à moi que je peux le faire, puis en même temps, mais de découvrir quelque chose de nouveau et de différent. Donc, T'avais quel âge là? là, j'avais 28 ou 29 quand je suis arrivée ici. Parce que je me suis dit, je vais passer toute ma trentaine en quelque part où il fait beau, qu'il fait chaud, puis que je peux avoir les deux pieds dans l'eau. Fait que ça, c'était mon verdict pour la trentaine. Donc, je suis arrivée ici, je devais avoir 28 ou 29. Je m'en souviens plus déjà. C'était en 2018. Donc, bref. Puis, je suis arrivée ici. Évidemment, l'Égypte a un hiver. Au Québec, on a un hiver, un vrai hiver avec du moins 30 et du moins 40. Mais ici, ils ont un hiver parce que les vents froids, ils viennent de la Russie, ils viennent des vortex, peu importe. Mais il fait vraiment froid ici. Donc moi... Non, c'est pas vrai, n'écoutez pas Kat. Elle est trop acclimatée. Ah ouais? Il fait pas froid. Non. Ici, l'hiver de Dahab, ça ressemble au plus bel été breton. Oui. Ouais, ça se peut. C'est comme dans les Laurentides au Québec, ça doit être la même affaire. L'eau, elle est à 22 degrés. Là, elle est à 22, je pensais qu'elle était à 21. 22, 21, moi j'avais 22 hier. Bah, tant mieux. T'es-tu resté en surface? Jamais. Je ne suis pas un instructeur de surface, moi. Je déteste ça. Moi, j'accompagne. Oui, il faut. Non, c'est mieux. Donc, l'idée, c'était de rester ici quelques semaines, quelques mois, pour... Tu sais, j'étais déjà instructeur en scuba. Mais j'ai vraiment été à l'aise en scuba. J'ai plus que 1000 plongées. Donc, ça m'a pris beaucoup d'années. J'ai fait du scuba pendant tellement d'années aussi. Donc, je me suis dit, je veux atteindre le même niveau ou avoir la même aisance dans l'eau ou le même confort ou peu importe, mais je veux avoir de quoi. Je veux ressentir. Mais évidemment, ça fonctionne pas comme ça en apnée. Tu manges pas avant d'aller à l'eau. Tu prends pas de café avant d'aller à l'eau. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, le premier mois que je suis arrivée ici... Pardon. Le premier mois que je suis arrivée ici, je suis arrivée juste avec un masque, des palmes en plastique, en ayant comme l'idée que je vais tout trouver sur Dahab. Je vais m'acheter un wetsuit, je vais ci, je vais ça. Puis en fait, ça fonctionnait pas comme ça dans le temps à Dahab. C'est vraiment pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc, il y avait un seul magasin, il n'y avait jamais de wetsuit, il était tout le temps back of order. Il n'y avait jamais rien. Bref, c'était super compliqué de trouver du matos. Ça m'a pris... j'ai eu un ami, un homme qui m'avait donné un wetsuit qui était évidemment trop grand. Ouais. Mais bon, ça avait fait pour les quelques semaines. Mais le premier mois, j'ai passé à juste m'adapter, à essayer de comprendre parce que c'était mon premier pays aussi en tant que femme dans un pays musulman. Donc, c'est sûr que c'est différent. C'est une de mes questions, ça d'ailleurs. Ouais. D'être une femme blanche. Toi, t'es athée, je crois. Ou pas forcément religieux. Non. On est dans un pays, on est en Égypte, mais on est sur la partie bédouine, où ils sont très musulmans. Comment c'est de vivre Ils sont ici, pas musulmans. Ils sont la branche musulmane et ils sont sulfistes. Sulfiste? Oui. Ça veut dire qu'ils croient avant l'univers. Ok. Encore différent alors de une autre branche. Oui. C'est un autre... c'est très différent. Donc, c'est pour ça que des fois, les Bédouins ont un beau... ont des belles dictions. Comme exemple, ils vont dire « Ah, l'hiver, elle dure 40 jours et 40 nuits. » Donc, ça veut dire que le 40 jours, c'est le jour, l'air qui fait froid. Puis après le 40 jours, l'air rentre dans le sol, puis il fait froid par le sol. Puis après ça, quand les pluies arrivent, qui devraient être aux alentours de mars, le sol est dégelé, on s'entend, est moins froid. Donc l'eau est capable de passer et le désert est capable d'absorber pour l'année complète l'eau. Donc leur hiver, théoriquement, dure 80 jours, qui est plus ou moins l'équivalence de 3 mois.
Donc ça, c'est... Donc, ils vont suivre beaucoup de doctrines comme ça. Ils ont la mentalité que la nature les protège, la nature leur donne tout. Comme au mois de mai, pour je sais pas trop quelle raison, au mois de mai, les astres dans le ciel, est vague et moins. Donc, pendant 3 semaines au mois de mai, ben, c'est 3 semaines de... Évidemment, c'est pas bon de se reproduire pour X raisons, parce que les femmes, les hommes, ça fonctionne pas. Mais aussi, ils observent que les chameaux, ils ne bougent pas. Pendant 3 semaines, les chameaux ne font absolument rien. Ah ouais? Donc, pendant ces 3 semaines-là, c'est une semaine de repos, que les hommes évitent les femmes. Et bref. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ça fait pas partie de Ça fait partie de leurs croyances qui sont différentes branches. Ah, parce qu'ici, on est dans le Sinaï. Ouais. On est chez les Bédouins, donc on est dans une logique de tribu. Oui. Et il faut savoir qu'on est à Dahab, il y a les Égyptiens du Caire, les Égyptiens et les Bédouins. C'est vraiment... Oui. Mais les Égyptiens, c'est nouveau. C'est après la libération du Sinaï qu'ils ont rentré dans le Sinaï. On veut dire après l'invasion de l'Israël. Donc 1973. 78. 78? Oui. Je crois. Il me semble, si je me souviens bien, c'est 78. Donc, après, les Égyptiens ont eu le droit ou l'autorisation de commencer à venir. Mais ce qui a fait un méga changement, c'est le COVID. Ah ouais? Parce qu'avant le COVID, c'était pas avec autant d'Égyptiens ici. C'était très... même où il y a les checkpoints. Parce qu'il faut comprendre que le Sinaï, entre Sharm el-Sheikh, l'aéroport, jusqu'à Taba, qui est la dernière ville du Sinaï avant l'Israël. La première ville d'Israël, d'ailleurs, c'est Eilat, c'est ça? Eilat. Jusqu'à la première ville d'Israël, il y a une route qui s'appelle Peace Road. Puis Peace Road n'a pas le droit, théoriquement, d'avoir aucun device militaire. Donc, pas de tank, pas de camion, pas de military service qui passe par là. Donc, c'est pour ça. Mais ça, c'est un autre long sujet. C'est un sujet qui est passionnant. Mais c'est fou de se dire que Israël avait aussi envahi ici et qu'il a fallu faire la guerre pour que les Égyptiens et les Bédouins retrouvent leur terre, quoi. C'est assez fou, quoi. Quand on sait ce qui se passe à Gaza et avec les Palestiniens, c'est... Non, mais on est les prochains, hein. Bah, je sais pas, mais bon. C'est à suivre. L'Égypte a reçu des billions d'argent la semaine passée, hein. La Jordanie aussi, hein. Oui, pour recevoir, tu veux dire les Gazaouis? Oui. Ouais. Chaque tête qui va rentrer va avoir plus de profit, hein. Ouais. C'est triste. Au détriment des vies, on fait du profit, hein. C'est pas... Et alors du coup, ici, c'est des Bédouins. Être une femme blanche dans cette société, c'est particulier. Toi, en tant que femme, qu'est-ce qui t'a marqué, choqué les premiers mois, les premières années? Pas grand-chose, je dirais. Les Bédouins sont très, très respectueux. Beaucoup plus, que les Égyptiens. Donc, je crois qu'il y a cette mentalité-là aussi, malheureusement. C'est très triste, c'est très lourd comme sujet, mais il y a l'excision. Ah ouais, il y a l'excision ici? En Égypte, oui, c'est un pays qui est dans les top 5, malheureusement. Donc, je crois que pour les Bédouins, c'est différent. L'excision, c'est couper le clitoris? Oui. Ouais. Donc, c'est retirer du plaisir sexuel aux femmes? Oui, pour être sûr que la femme n'a pas le droit d'avoir aucun plaisir, ne peut pas regarder aucun homme, ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc c'est la masculinité fragile, on va dire. qui est oui. Mais si tu demandes aux Bédouins, ils vont te dire « Ouais, mais c'est correct, we just cut a little bit, you know, we don't cut all. » J'ai jamais eu ce genre de conversation, il faudrait que j'en discute. Mais après des années, je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'ai pris beaucoup de questions, beaucoup de courage, puis Donc, mais après ça, il y a pareil des Égyptiens qui sont bien, mais ça, c'est un truc qui est mal. En fait, la femme blanche, elle a du plaisir. Donc, si la femme blanche, elle a du plaisir, ben, par la charia, ils ont le droit d'avoir 4 femmes. Donc, c'est pas grave. Eux, tu sais, nous, dans nos pays de blancs, on va considérer de... Ah, ben ouais, mais t'as une copine, tu l'as trompée, c'est mal. Mais ici, c'est... Ouais, mais t'es marié, c'est pas grave, t'as le droit d'avoir une deuxième femme. Tant qu'à avoir une deuxième femme, je vais en prendre une qui va avoir du plaisir. C'est le genre de conversation que tu as déjà eu avec des Bédouins? Beaucoup. Pas avec des Bédouins, avec des Égyptiens. Avec des Égyptiens? Oui. Ah, ouais. Les Bédouins, il faut vraiment être très, très... Ils sont très respectueux, ils sont très privés.
sont très inaccessibles. Ouais, c'est vrai, hein. C'est Donc, pas facile. Hein. Non, il faut vraiment gagner leur confiance. Mais un coup que la confiance, elle est gagnée, ils vont te protéger, ils sont très servants, ils sont très bien aussi. Mais c'est très différent entre les Égyptiens et les Bédouins. Parce qu'évidemment, je peux dire la même chose, le Canada, ce qu'on fait aux Premières Nations, c'est terrible. Ouais. Donc, mais la même chose ici, les Égyptiens ne considèrent pas les Bédouins comme des Égyptiens. They call them the monkey. Ah bon? Oui. Il y a une grosse différence raciale entre les deux. Donc, c'est très... c'est pour ça, moi, ça me rapporte beaucoup au Canada. De un, à cause des terres. Visuellement, ça ressemble pour moi à beaucoup d'endroits qui c'est au Sinaï, qui ressemble au Saguenay. Juste à cause de la flanc de montagne, l'accès entre les montagnes et l'eau. Deuxièmement, aussi, parce que les Bédouins, bien évidemment, ils parlent leur propre langage. Nous, les Premières Nations québécois, on parle un différent français, on parle pas anglais dans le reste du Canada. Ils viennent la religion, le système politique, tout est différent. Donc, c'est pour ça que je respecte énormément les Bédouins. De un, parce que c'est leur terre. Puis après, ben, c'est quelque chose de très, très différent. Donc, qu'est-ce qui m'a marqué le plus en tant que femme blanche au début? Est-ce que les hijabs, ça te choque? Parce que tout à l'heure, je suis allé chercher la différence entre la burqa, la niqab, la hijab. Et ici, j'ai remarqué qu'ils portaient la hijab. Donc ça veut dire... Oui, ils se voilent. Ils se voilent, mais on voit les yeux. Ouais. Donc c'est pas toutes les femmes comme ça. Mais des fois, à Dab, c'est fou. On voit des femmes en hijab noir, enfin en tenue noire comme ça, complet. Ça sort du désert comme ça, c'est visuellement choquant. Et puis à côté, on va avoir une égyptienne complètement libre, en petite tenue d'été. Oui. Et c'est deux mondes qui se rencontrent. Et ça se passe hyper bien. Oui, c'est vraiment... c'est vraiment très, très différent parce qu'après, c'est une question... Les femmes, ils disent que c'est des choix personnels. Après ça, est-ce que c'est des choix par la famille, c'est des choix par le mari, c'est des choix... Tu sais, il y a plein de trucs, mais tu vois, l'autre jour, il y avait une femme qui était voilée, complètement voilée, avec juste un œil visible. Ah ouais? Donc, juste un œil, elle portait des gants pour pas qu'on voit les mains. Elle avait même des bas. En français, on appelle ça des chaussettes. Mais bref, on ne pouvait voir absolument rien de son corps, sauf un œil. Mais la dame était en train d'allaiter. Ah ouais? Donc, dans ma tête... Elle était dans la rue, dans un resto, elle était à l'extérieur, bref. Elle était à l'extérieur assise, mais c'était un peu... C'était public. Comme tu pouvais marcher, tu pouvais l'observer, mais en même temps, je sais pas, je trouvais ça beau parce que c'est normal d'allaiter, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, qui est humain. Mais en même temps, d'être couverte comme ça, d'avoir les mains couvertes, d'avoir les pieds couverts, d'avoir juste un œil disponible pour voir le monde. Il peut avoir sa maman, quoi, là. Mais à la maison, oui, à la maison, ils retirent tout. À la maison, ils ont plus de liberté. Donc... Ouais, moi, c'est le truc qui me marque ici. J'ai l'impression que quand on est caché comme ça, c'est comme si on te supprimait de la société, quoi. Combien de fois j'aurais aimé avoir des conversations avec plein de gens, tu vois, avec toutes ces dames, tu vois, toutes ces bédouines, mais c'est impossible. Oui. Et je m'y interdis parce que si je le fais, je me dis, moi ça va être ok, mais elle, peut-être que ça va lui poser des problèmes. Oui. Donc je le fais pas pour pas les embêter, quoi. Oui, peut-être. À long terme, ça peut faire quelque chose. Ouais. Mais en même temps, il va y avoir beaucoup d'évolution. Comme là, en ce moment, il y a eu une femme bédouine qui est dentiste. Ah ouais? Dans tout Dahab, dans toutes les communautés. Donc, c'est sûr que ça fait énormément parler parce que, bien évidemment, c'est une femme, elle a fait des études, puis elle est dentiste, puis elle a son cabinet ici à Dahab. Donc, c'est très, très différent de savoir que c'est une Égyptienne. Une Égyptienne, oui, il y a les universités, puis après ça, il y a d'autres choses. Mais là, je crois qu'avec le monde qui va super vite de nos jours et tout, je crois que ça va tellement changer. Aussi avec l'accessibilité des réseaux sociaux. Ouais, l'Internet. Ici... T'as vu, le Internet, il fonctionne beaucoup mieux qu'il y a 2 ans déjà. Oui, mais ici, tout est à fond réseaux sociaux. Moi, quand je rentre au Québec, quand je suis avec mes amis, combien de fois on voit dehors que ils oublient leur téléphone à la maison, ici, tu sais, c'est rare qu'ils vont parler de t'as-tu vu ça sur Instagram, t'as-tu vu sur TikTok. Jamais on a ce genre de conversation-là au Québec parce que c'est me, myself and I, on est très concentrés sur nous. Mais ici, c'est genre,
ça te prend les réseaux sociaux parce que, ben, il y a les 2 plus gros marchés mondiaux qui fonctionnent très bien. Tu as le marché du mariage, puis tu as le marché des naissances ou peu importe d'avoir des enfants. Donc, c'est 2 trucs hyper importants, surtout avec la religion. Donc, c'est sûr que ça embarque un gros monde de vie, de visualité, visibilité. Ouais, mon français-anglais, et en mange une claque. Ok, Kat. Bon, du coup, on reviendra peut-être sur cette question d'être une femme blanche, occidentale au Sinaï. Mais on va revenir quand même à l'apnée, au freediving. Donc, tu es allé à Dahab pour t'entraîner. Au début, c'était la galère pour trouver du matériel. Qui était ton coach? Avec qui tu t'entraînais? C'était pas comme ça au début. Ici, il y a quelques années, c'était très, très différent. Pour te donner une idée, il devait y avoir à peu près, je crois, une vingtaine ou une trentaine maximum en pic de saison d'instructeurs. Maintenant, on est plus de 300. Hein? Ah ouais, tu m'avais dit 220 il y a 2 ans. Ouais, 220 il y a 2 ans. Maintenant, on est plus de 300. Puis ça, c'est sans compter... 300 instructeurs. Ouais, 300 instructeurs. Et ça, c'est sans compter les gens qui viennent, qui font des retraites comme 1 fois, 2 fois ou quoi que ce soit en pic de saison. Donc, au mois de novembre dernier, il y avait, je crois, j'ai compté plus qu'une 60aine de bouées dans la baie. Donc, c'est immense. Quand que dans le temps, il y en avait juste 2, 3, puis c'est quelque chose. Donc, quand je suis arrivée ici, le premier mois, ça a été plus une adaptation, observation. Après ça, j'ai commencé à m'entraîner. Dans le temps, ben, c'était gratuit, aller au Blue Hole. Ouais. Donc, ça se faisait très bien. Le partage de taxis, c'était facile. Donc, il n'y avait pas de se lever tôt, aller chercher la permission ou quoi que ce soit. Tout était tellement facile. Ouais, en fait, ici, quand on passe avant 7 heures, on ne paie pas les 10 € de permission par voiture. Mais il y a quand même l'entrée du parc national à 10 €. Oui, puis ça dépend. Peut-être que le gars de l'armée, il va être là parce que malheureusement, c'est de la corruption parce que c'est pas... la permission, elle est pas vraie. Donc, c'est vraiment de l'argent qui se met dans les poches. Et bah, une fois, il y a 2 ans et demi, je m'étais énervé avec un taxi. Parce qu'il me demandait l'argent pour le permis. Et je pensais qu'il essayait de me carotte, tu vois. Et je lui ai dit, bah viens, on va faire le permis. Et en fait, il m'a emmené Aux polices. à la police et il allait faire le permis. Parce qu'il m'expliquait que sinon, il ne récupérerait pas sa licence de taxi. Oui, mais ça dépend des taxis. Si c'est des taxis, c'est là que ça devient un peu malheureux. Vu que le truc de l'armée, le gars de l'armée, l'officier, pardon, il est égyptien. Si c'est des taxis égyptiens, des fois, il les laisse passer. Mais quand c'est des taxis bédouins, il les fait chier. Désolée, mais c'est vraiment le cas. Ouais. Il se prend la tête avec tous les bédouins. Il est vraiment pas aimé. Donc, c'est pour ça. C'est le gars un peu gros, là? C'est un jeune. Ah, c'est pas lui. Ok. Le grand jeune fille... Ok, je vois. Oui, lui, c'est le... C'est le méchant. C'est le méchant. Mais bon. Donc, dans le temps, c'était plus facile. Je me suis entraînée beaucoup avec ma bonne et belle amie, Emilia. Emilia qui travaille à Deep Spot. Emilia qui me fait découvrir l'apnée un peu plus que pas assez. Bref, je me suis entraînée avec elle un peu pendant quelques semaines, voire quelques mois. Puis après ça, il y avait déjà des gens ici, donc c'est facile de se lier d'amitié. On s'avait lié d'amitié avec 3-4 autres personnes. Donc c'était cool le système de buddy. Puis j'avais resté ici. J'avais décidé de faire mon cours d'instructeur, mais dans le temps, c'était possible. Puis maintenant, mais dans le temps, parce que je suis partie du Québec, j'avais pas beaucoup d'économie. Mon idée, c'était de rester seulement ici pour maximum 2-3 mois, puis pour revenir, de skipper l'hiver. Okay. Je vais pas être en hiver au Québec parce que c'est le fun, mais des fois, ça fait du bien d'être au chaud. Ouais. Donc, je suis partie de l'hiver, puis mon but, c'était de revenir au Québec pour en été. Puis, plus que les semaines, les mois avançaient, plus que ça fonctionnait pas. Donc, toutes les économies que j'avais, évidemment, je les ai finies. Puis, l'idée de devenir instructeur est venue à cause de Emilia. Emilia, elle avait déjà des groupes de gens qui venaient de la Pologne, puis elle m'avait demandé de l'assister. Donc, pour assister, tu n'as pas besoin d'être instructeur, mais
Elle avait déjà des groupes et tout. Donc, j'ai assisté avec elle ses workshops. Tu étais avec la Kat à l'époque Non, je crois même pas. Ouais? Non. Non, mais je l'aidais comme à apporter les bouées dans l'eau ou à faire de la safety sur les plongées des guests et quoi que ce soit. Puis c'était vraiment cool. Puis c'est là que ça m'a donné le déclic de comme, OK, si je suis capable d'enseigner le scuba qui est beaucoup plus physique et compliqué, et je devrais être capable d'enseigner l'apnée. Donc j'ai fait le cours d'instructeur. Mais, vu que j'avais pas d'argent et d'économie dans le temps, j'ai travaillé en tant que scuba instructeur pendant tout l'été pour pouvoir financer mon cours d'instructeur qui se donnait, je crois, en novembre dans le temps. Donc, j'ai travaillé un bon 3-4 mois en scuba, qui est excessivement pas payant, épuisant physiquement. Ouais. Oui, parce qu'il faut tenir compte que Dahab, malheureusement, c'est un des endroits les moins chers dans le monde pour l'apnée et pour le scuba. Donc, quand les gens ils disent « Ah, c'est 500 € la semaine », c'est rien! C'est tellement rien, c'est tellement pas cher comparativement de si tu le ferais en France, si tu le ferais dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Dahab, malheureusement, ça reste... Oui, il y a beaucoup de potentiel parce que si on est 300 instructeurs, évidemment, il y a le choix, mais en même temps, il y a la qualité aussi. Donc, c'est ça. Donc, grâce à Emilia, ça m'a donné le déclic. J'ai travaillé, après j'ai fait le cours d'instructeur, puis après ça, là on rentre en 2019, j'ai commencé à enseigner, mais déjà en commençant l'enseignement, je voyais que j'aimais pas être dans des cafés. Comme, encore une fois, c'est tout le temps une question de temps ou d'argent. Moi, mon temps, ça m'emmerdait un peu d'être dans des cafés, puis je connais énormément de monde, je connais énormément de bédouins, je connais énormément de personnes, donc d'être assis à donner de la théorie, puis « Hey, hi Kat, how are you? Oh, what are you doing tonight? » Je trouvais que c'était tellement pas professionnel, puis tellement pas beau, puis tellement pas cool pour les clients. Donc, je voulais avoir ma propre place. Puis justement, ça a donné qu'il y avait des bédouins qui ouvraient leur propre centre de scuba. Red Sea Tribe? Yeah. Red Sea Tribe. Donc, l'idée était germée, l'endroit était proposé, donc c'était juste normal. Donc, à la fin de l'année 2019, on a signé, on a rentré avec Red Sea Tribe. Donc, l'école, évidemment, en apnée s'appelait Freediving Tribe. Donc, c'était vraiment cool, c'était beaucoup plus professionnel. Et aussi, l'hiver s'en venait. Et évidemment, qui dit hiver, dire avoir des douches chaudes après la session. Ça, c'est trop cool. Oh yeah! Ça valait tout l'or du monde. Donc, ça, c'était vraiment cool. Donc, c'est ça. Puis malheureusement, début 2019, comme on le sait tous, il y a eu la pandémie mondiale. Donc, ça a un peu shut down the business. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup sauvé, malgré le COVID, c'est d'avoir énormément de connaissances. Et l'Égypte a été un des 7 pays d'Afrique à rester ouvert au public, à rester ouvert aux touristes. Donc, l'Égypte, ils ont essayé de mettre les masques obligatoires ou les vaccins, et les gens ont fait une révolution dans la rue. Le seul masque que j'ai porté pendant toute la pandémie, ça a été mon masque d'apnée. Donc, il n'y avait pas... Ici, il y avait absolument rien. Donc aussi, il faut tenir compte qu'on est à l'extérieur à longueur de journée. Donc on est tout le temps dehors, on fait des activités dehors, on est dans l'eau, on fait ci, on fait ça. Comme le risque de contamination est beaucoup moindre que de prendre le métro, être enfermé dans des restos ou quoi que ce soit. Donc ça a joué beaucoup en notre faveur. Après ça, le mode de vie ici est très healthy, est très en santé. Donc, pour venir de chez toi à chez moi, je prends le vélo. Pour aller plonger, je prends le vélo. Après ça, tout ce qu'on fait à l'épicerie, c'est en vélo. Oui, on peut prendre les taxis, mais après ça, il n'y a pas besoin d'avoir une possession automobile. Donc, déjà en partant. Puis après ça, tout est sportif. On fait de l'apnée, donc on s'étire, on fait l'apnée. Donc, on va au gym. Il y a plein de trucs qui est beaucoup plus healthy. Donc, je crois que c'est pour ça que ça l'a moins affecté aussi.
Mais il faut tenir compte que dans le temps, même sur les réseaux sociaux, même si mon compte était plus petit, je recevais des messages de menaces de mort, comme quoi que c'était à cause du monde comme moi qui faisait pas attention au reste du monde, que le monde était en train de mourir. Puis la moitié des autres messages, c'était des gens qui me disaient « Please keep going, you're the only windows of the life I can see, please keep sharing, enjoy life ». Donc c'était vraiment très, très dur émotionnellement de savoir que quelqu'un veut me tuer, puis quelqu'un d'autre 2 minutes après continue de vivre ta vie pour moi, please. C'est des Québécois, des Canadiens? Non, beaucoup à l'international. C'est à l'international. Parce que ici, vu que les réseaux sociaux, c'est très fort, jamais les Égyptiens m'ont dit quoi que ce soit. Mais ça venait des Français, ça venait des Canadiens, pas tant, parce qu'on n'est pas trop aux réseaux sociaux. Oui, on est, mais pas... c'est pas tant... Tu vas pas gagner ta vie sur les réseaux sociaux, d'après moi, au Québec, comme que tu peux faire ici en Égypte. Ou à moins que je me trompe, mais c'est rare que je vois des gros comptes ou de quoi. Donc, c'est beaucoup des Anglais, des Américains, du monde d'Europe principalement. Donc, j'avais vraiment les deux. Donc, bref, ça a fait en sorte que j'ai eu pareil quelques clients pendant le COVID. J'ai eu beaucoup d'Égyptiens aussi, parce qu'à partir de là, c'est là qu'il y a eu plus d'Égyptiens qui sont rentrés dans le Sinai. Parce que avant ça... Pardon. Avant le COVID, faut comprendre que dans le Sinai, il y a beaucoup de checkpoints. Ouais. Donc, il y a beaucoup de services militaires qui regardent et qui s'assurent. Donc, les checkpoints faisaient en sorte que, toi, t'es égyptien, le douanier ou l'officier de l'armée, il t'aime pas, il te retourne. Puis tu passes pas si t'étais égyptien. Donc, il y avait beaucoup d'Égyptiens qui ne rentraient pas dans le Sinai parce qu'ils se faisaient juste revirer de bord. Fait que c'était très différent. Mais là, quand il y a eu le COVID, je crois à cause de tout l'état financier aussi et tout, les Égyptiens ont commencé à rentrer. Donc là, en ce moment, c'est eux qui ont le plus gros marché immobilier à Dahab. C'est beaucoup des Égyptiens qui sous-louent aux Bédouins. Mais après ça, ils font des Airbnb, ils font de la sous-location. Donc, à partir du COVID, il y a eu énormément d'Égyptiens qui sont rentrés. J'avais fait beaucoup de retraites avant, pendant le COVID et après, avec un groupe égyptien qui s'appelait Blue Odyssey. Donc ça a emmené énormément aussi de clients, mais tous égyptiens. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc c'est ça qui m'a permis de survivre et de continuer et de rencontrer évidemment plus de gens, plus de monde, de tout. Et donc ça l'a bien été. Donc, et à cette époque, tu étais célibataire, tu étais toute seule ou tu avais déjà rencontré... J'ai rencontré Tito avant le COVID. Avant le COVID? Ouais. Mais ça a été la première année, donc ça a été vraiment cool. La première année, on s'est daté, plus ou moins. Donc lui, il habitait à Charles, moi j'habitais à Dahab. Donc lui, il travaillait sur la plateforme, évidemment, à Freediving World. Donc on faisait les allers-retours. Donc encore une fois, c'est moins cher de prendre un taxi, moins compliqué, ça prend juste 1 heure. Puis aussi, mais quand il y a eu le COVID, je suis allée plusieurs fois à Charles, sur la plateforme. Évidemment, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait aucune pollution auditive dans l'eau. Donc, c'était fou, toute la vie marine, les dauphins qui passaient, les whale sharks qu'on a vus, les sailfish, les tunas. C'est quoi les sailfish? Je crois qu'en français... Des selfies, non, sailfish. Sail, comme une voile, le poisson... l'espadon, non. C'est pas un espadon parce qu'il y a 3 différents poissons. Il y a 3 différents. Celui-là. T'as le marlin, t'as le sailfish, puis après ça, t'as le swordfish, que c'est lui qu'on voit, qui mange ici dans les restaurants. C'est sailfish en français, je pourrais pas te dire. Le poisson avec une voile. C'est le poisson le plus rapide. Ah là là, comment il s'appelle? Ok. Je vais regarder. J'ai plein de vidéos, je peux te montrer, mais bref, la vie maritime, la vie aquatique, pardon, pendant le COVID, c'est ce qu'il y avait de plus beau. C'était vraiment cool. Puis après ça, la vie, elle a recommencé. C'est l'espadon voilier. Ah, tu vois, il y avait une voile en quelque part. Et ce poisson peut ainsi atteindre 120 km/h. Soit 30 mètres par seconde. Ouais. Waouh. C'est impressionnant. 30 mètres par seconde. Ceux que j'ai vus, ils étaient très gros aussi. Ils faisaient du 3-4 mètres. Ouais. Ah, incroyable. C'est très... Donc le Covid, c'était quand même un moment de chance pour profiter de la biodiversité.
aller à Sharm el-Sheikh, plonger à Freediving World avec Tito. Oui. Ben, en même temps, le centre aussi, là-bas, était fermé. Hein. C'était juste... Ah, le centre était fermé. Oui, le centre était fermé. Le centre a ouvert en septembre, je crois. Donc, le fait que l'on se courtoyait, puis que Tito, il venait souvent ici sur Dahab. Tito, c'est un safety diver qui a travaillé pendant longtemps à Freediving World. Évidemment, il a connu beaucoup de monde. Puis je crois qu'on a fait quelque chose de bien. On a unifié Dahab et Sharm. Parce qu'avant, il y avait une grosse rivalité. Donc, tous ceux qui étaient à Dahab boudaient ou haïssaient Andrea Zuccari parce que Andrea, ben, c'est la deuxième personne la plus profonde au monde. C'est lui qui a... limite, ouais. Dans nos limites. Puis c'est lui qui a fait aussi en sorte que de nos jours, on peut comprendre légalisation. C'est lui qui a vulgarisé la façon de parler de légalisation. Avant Andrea, il n'y avait pas tout le knowledge, tout le savoir que l'on sait aujourd'hui. Donc, grâce à Andrea, grâce à toutes les recherches qu'elle a faites aussi, à tous les podcasts, mais aussi il y a eu beaucoup de science en arrière. Dan, les assurances de Dan, D-A-N, ont fait énormément de recherches avec lui, beaucoup d'études. Beaucoup de médecins sont venus le rencontrer. Il y a eu énormément de tests, mais c'est grâce à lui qu'on peut maintenant parler d'égalisation comme jour et nuit. Donc, c'est lui qui l'a vulgarisé de façon commune. Donc, il y avait une grosse rivalité entre Dahab, mais aussi l'apnée était très différente de 7 ans. Donc, si tu venais t'entraîner avec Julien, mais Julien avait ses propres secrets. Julien ne partageait rien. Donc, il fallait que tu sois un fidèle addict à Julien. Si tu venais plonger avec Catherine, ben, tu plongeais juste avec Catherine. Tu n'avais pas le droit de parler à personne d'autre. Donc, il y avait cette espèce de privatisation du savoir, de connaissance ou de... Tandis que maintenant, ça, c'est quelque chose que j'ai vu au fil des années. Mais c'est plus que tu en connais, plus que tu le partages. Parce qu'à la fin de la journée, mais c'est soit que tu fais une compétition avec quelqu'un d'autre ou soit que tu fais une collaboration. Donc, c'est soit que tu gagnes ou que tu perds. Donc, c'est beaucoup plus avantageux de partager. Mais c'était pas comme ça il y a quelques années. Donc, il y avait une immense rivalité entre Dahab et Sharm. Puis le fait que Tito et moi, on se voyait dans le temps, que beaucoup de gens ici à Dahab n'arrêtaient pas de dire « Ah, quand est-ce que tu fais une compétition? Quand est-ce que tu fais une compétition? » Donc, on a... Pour à Freediving World, quand que Tito est venu ici, tout le monde n'arrêtait pas de lui demander... Donc, une année, je lui ai proposé à Tito, j'ai dit, écoute, il y a tellement de monde qui me le demande aussi quand que toi, t'es pas ici ou quand que moi, je viens de voir à Sharm, demande à Andrea, puis on fait une compétition. Mais moi, j'ai aucune idée de quoi je parle ou quoi que je dis ou quoi que ce soit. Puis, finalement, ça donne que l'Italie, elle se libère un peu aussi. Andrea, il a la possibilité de venir et on fait une compétition. Mais je crois que ça a été un des plus beaux moments aussi avec Tito, c'est qu'on a unifié Dahab et Sharm. Donc, ça a été une super belle compétition. C'était en septembre 2020. C'était principalement juste des gens de Dahab qui en avaient marre de rien faire. Puis à Sharm, eux, ils étaient énervés de pas travailler. Donc, il y avait eu la compétition. Ça a été super cool. Puis après ça, à partir de là, les gens ont commencé un peu plus à aller faire du no limit, ou aller faire de la sled à Sharm, ou faire... La sled, c'est quoi? La sled, c'est pour faire du no limit ou pour faire du variable. La sled, en français, vous appelez ça la gueuse. La gueuse. La gueuse. Ouais. Donc, mais à l'époque, il y avait déjà des compétitions à Freediving World? Ben oui. Freediving World, je crois que ça fait déjà plus que 15 ans que ça roule. Ouais. Donc, il y avait déjà énormément de compétitions. Beaucoup de records ont été faits là-bas. Pas juste italiens, mais mondiaux aussi. D'ailleurs, je crois que Tito, ton amoureux, il a fait une plongée magnifique à 141 ou 142, ouais. 142 au masque. Oui. Tête en haut, en no limit. Oui. Et c'était partagé. C'était solo ça ou c'était pas dans no limit, en variable. Il est revenu, il est remonté avec la mono. En variable, solide. Oui, parce qu'il voulait faire le record mondial de Walid, qui maintenant appartient à Alexis. Qui est 153. 156. 156 là? Ouais. Ça fait qu'une mot. C'est longtemps. Wow. C'est vraiment profond. Et Tito, il n'aurait pas envie d'essayer de faire ça ou il préfère se consacrer à l'enseignement et puis va s'occuper de votre petit... Je crois que ça va être peut-être plus tard ou quoi que ce soit. Faudrait lui demander. Je sais pas. Faut que j'invite Tito et... Ça va être drôle. Ça va être drôle. Oui. Mais après... Freediving World, j'ai eu la possibilité de faire quelques safety, j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de compétitions.
parce il y en avait beaucoup plus dans le temps aussi. J'ai vu des records mondiaux. J'ai vu Alenka aussi. Là-bas, j'ai vu tellement plein de gens. T'as vu des records du monde avec Alenka? Oui, dans le temps. Je crois qu'elle avait fait dans le temps le 114, si je me souviens bien, avec la mono. Ok. Oui, elle avait fait 114. T'étais dans safety, là? Oui. Oui, après, j'ai vu Alexis aussi qui en avait fait. Alexis Molchanov. Oui. Après ça, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, plus tous les athlètes mondiaux de n'importe quel pays qui viennent autour. Mais il y a du beau monde ici à plonger. Oui. Il y a du très beau monde. Et donc tu as fait des safety, mais si je crois aussi que parfois tu portes un peu le t-shirt jaune, couleur juge, et que tu es aussi juge Aida. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience de juge? Oui, en fait, c'est grâce en faisant des safety. J'ai fait tous les postes, en fait. J'ai commencé en tant qu'apnéiste. Après ça, je suis devenue instructeur. Après ça, j'ai fait des safety sur des warm-up ici au Blue Hole. Après ça, j'ai fait sur la main line. Après ça, j'ai vu des compétitions beaucoup plus solides sur la plateforme à Charmes. Puis après ça, je me suis dit, la prochaine étape, pour essayer de mieux comprendre, mais aussi pour soi-même, pour essayer d'avoir plus d'éducation, ce serait de faire le cours de juge. Donc, je crois que j'ai fait le juge en 2021 ou 2022, déjà. Donc, ça m'a permis de comprendre, toutes les règles qui sont en arrière, mais aussi de mieux expliquer et de mieux enseigner. Donc, pourquoi enseigner de cette façon-ci? Pourquoi dire ça? Oui, c'est sûr, quelqu'un qui fait un cours de débutant n'a pas besoin de savoir le tout, mais ça donne des bonnes habitudes, toi, en tant qu'instructeur, pour mieux enseigner, je crois. Donc, j'ai fait le cours de juge. J'ai jugé en piscine, en profondeur. C'est tellement plus stressant que safety. En fait, mon premier carton blanc que j'ai donné, c'était Thibaut Guéné. Thibaut Guinness? Oui, qui est trop cool. Le français qui est trop cool aux Philippines. Ça a été mon premier carton blanc à donner. Puis, je crois que je shakais. J'étais tellement nerveuse. J'étais tellement nerveuse parce que t'as pas le droit de cligner les yeux. Il faut pas que tu manques aucun détail. Tu sais, si la personne remonte à la surface, attends, prends une gorgée d'eau, c'est disqualifié. Il y a tellement de petits détails à observer. Donc, c'est que mon premier carton blanc, c'était à Thibaut. Et c'était où? C'était ici? C'était à Charmes, sur la plateforme, parce que Thibaut, il avait fait un 100 mètres ou un 110 mètres ou quelque chose. Il est beaucoup film, hein? Ouais, mais super belle plongée. Ouais, Thibaut, il est vraiment cool. Hein. Donc, ça a été le premier. Puis après ça, j'avais fait d'autres compètes aussi après. J'en ai fait en piscine. Dans la piscine qui est en face, là? Ouais, la piscine à Brian. C'est Catherine Crossland? Oui, c'est drôle. D'ailleurs, on a partagé ensemble il y a quelques mois. Ouais, en novembre dernier déjà. Le premier championnat d'Égypte de piscine. Ouais. Aïda. C'était super sympa qu'on partage ça. C'était très drôle. Tu m'as coaché sur statique. Oui. Et moi, j'étais venu t'applaudir sur ta performance en dynamique. Merci. Avec les petites pancartes. Go Cat! Oui, c'est cool. Peut-être qu'on fera la prochaine. Ça devrait être au mois de mai, ça s'en vient. Ouais, je parlais avec Catherine Crossland, elle me disait qu'elle voulait reprogrammer un truc là. Ouais, allez, on l'a fait. Vas-y, go. On l'a fait. Moi, j'ai découvert la compétition en piscine. En fait, c'est génial. Ah oui, c'est cool. Hein? Mais les entraînements sont top aussi. Alors, en fait, moi, je m'entraîne pas. Mais ce que je trouve top, c'est que je suis pas stressé. Parce que je m'en fous complètement. Ouais. Et il n'y a pas ce rapport à la profondeur. On est d'accord? Ouais. La profondeur, c'est pas que c'est plus sérieux. Non, mais il y a plus un rapport de mort. Il y a plus un rapport de noyade. Tu vois, imagine, il y a un safety qui soir à 25 ou 30 et il y a le corps recoule en profondeur. Ouais, mais en même temps, je sais pas. Je vois pas de cet aspect-là parce que ça reste. T'as pareil la lanière avec toi, t'as pareil le counterbalance, t'as pareil les safety. Psychologiquement, avoir 2 mètres ou 50, oui. c'est pas là. Du coup, moi, ça m'enlève un poids. Et déjà que l'apnée profondeur, c'est un jeu. Mais alors là, l'apnée piscine, c'est encore plus un jeu. Oui, c'est très drôle. J'ai l'impression qu'on est des gamins et c'est qui va le plus loin, tu vois. Oui, mais c'est le fun. Mais tu vois, l'apnée piscine, les compétitions, c'est la première chose que j'ai faite quand en fait, ça a été un addon parce que ça a été la première fois que je faisais une compétition de toute ma vie.
De façon générale, j'ai jamais fait aucune compétition. Donc, la compétition piscine, c'est grâce à Tatiana, à Chérine puis à Jen. Eux, ils s'entraînaient en piscine. Puis moi, comme une nouille, je leur ai dit « vous êtes 3, ça va mieux si on s'entraîne à 4. 2 puis 2, ça va beaucoup mieux s'entraîner que juste 3. » C'est comme ça que j'ai joint les entraînements avec les filles. Puis après, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Puis les 3, ils faisaient déjà la compétition jeune en tant que juge. Chérine, puis Tatiana, ils faisaient la compète. Puis ils m'ont dit, fais-la. OK. Mais j'ai envoyé un message à mon coach en piscine de plus d'une dizaine d'années, à Ralph. Exact. Ralph. Donc j'ai envoyé à Ralph. « Hey Ralph, envoie-moi des entraînements. S'il te plaît, évidemment. » Puis il m'a envoyé des entraînements complètement mongols. Vraiment fous. Donc, c'était vraiment cool. Je crois que j'ai vraiment plus apprécié les entraînements aussi. On a eu un 2 mois d'entraînement avant, exactement 13 trainings avant la pool competition. Fait que là, en sachant qu'il y en a une au mois de mai, alors on peut commencer de suite, les entraînements. Tu connais les dates pour le mois de mai? Non, pas encore. Non, ça, il va falloir, à RAS, il va falloir demander plusieurs fois à Kat. Mais j'aime pas ça, lui demander des choses. Il y a déjà 2 compétitions, mais il y a l'ACMAS au Blue Hall, qui commence le 9 mai. Et ensuite, du 20 au 27 à Sharm el-Sheikh, il y a Freediving World qui organise une compétition profondeur AIDA. Ouais. Il va falloir faire les choix là. Donc, c'est soit évidemment avant, parce que je crois qu'après, pour la piscine en juin, il fait déjà trop chaud. Donc, trop chaud en juin? Oui. Ouais. En juin, on cuit sous le soleil ici en Égypte. C'est vrai que ça monte jusqu'à 45 degrés. 53. 53 le record ici? Je me souviens de tes stories il y a quelques mois, tu te rappelles? Tu faisais des vidéos, tu mettais le degré, tu étais monté à 49. Ça se peut, oui. Oh mon Dieu, quelle horreur. C'est chaud longtemps. Ouais. Bon, Kat, tu es inspecteur trainer, tu es juge AIDA, tu es au cœur de la communauté, mais tu es aussi une très belle femme et tu es modèle photo. Merci. Et il y a une photo qui sera en couverture de cet épisode où tu as une robe blanche extrêmement longue. Je trouve cette photo magnifique. Merci. Elle me fait un truc. Mais c'est une photo trichée. C'est une photo trichée? Oui. Parce que t'es à la bouteille? Oui. Ok, on en a déjà parlé. C'est une photo trichée, c'est avec un... C'est pas tricher, Kat. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Tricher, c'est manger. Non, vas-y, raconte-nous ce shooting parce que... déjà, quand t'es apnéiste, c'est pas facile. Non. On se rend pas compte. Mais ce que t'as fait, c'est vraiment cool. Bouteille d'air, apnée en profondeur... Et avec toute une équipe, vas-y, raconte-nous. Oui, mais là, il y a les records mondiaux, hein. Il y a des records Guinness mondiaux de shooting on the water. Ouais. Tatiana m'a dit c'est quoi, c'est 30 mètres, 35 mètres, 45? 45. Donc, il y a eu une Québécoise qui s'appelle Kim Bruno, qui a fait le premier record mondial en shooting. Elle a plongé au Bahamas, si je me souviens bien, pardon Kim, mais elle a fait à 40 mètres avec la photographe, évidemment, puis il y a des safety divers en scuba qui te donnent de l'air. Puis le temps du shooting, tu enlèves le détendeur, puis après ça, tu prends les clichés. Après ça, il y a eu, c'est très famous, ça donne, peut-être que je serai à la prochaine, mais il y a eu un photographe canadien qui a fait, je crois que c'est plus le photographe qui a été mis de l'avant pour le 2e record mondial que la modèle. Okay. Ça a été fait il y a quelques semaines. Donc, ils ont mis la profondeur à 45 mètres. Donc, avec Tatiana, je disais à la joke, il faudrait que je le fasse en face de l'arche. Ah ouais. Exact. En face de l'arche, ça sera à 50 mètres. Plongée technique et tout, mais ça commence à être un peu profond à bouteille, 50. C'est un peu... En fait, ce qu'on fait pour le shooting, la photo dans laquelle tu parles, il s'appelle Christian. C'est un Allemand qui est très, très connu. Il fait beaucoup de workshops, effectivement, en apnée et scuba. Puis il fait des photos phénoménales. Elles sont très belles, toutes ces photos. Puis lui, il va utiliser le mannequin. Donc, ton pied est attaché à un bottom weight. Ouais. Donc, pour pas que tu remontes. Pour pas que tu remontes. Parce que si tu remontes, t'as les poumons pleins d'air. Et donc, tu risques une surprise. Non, mais pour que tu restes sous l'eau, immobile. De 2, oui, à cause du danger. Puis de 3 aussi, tout est planifié. Donc avant de rentrer à l'eau, on sait ce qu'on va faire, quoi que ce soit. Moi, j'avais 2 safety divers avec moi. Le photographe avait un safety diver pour lui. Donc déjà, en rentrant à l'eau, en bouteille. En bouteille. On est tous en bouteille. On rentre tous à l'eau en bouteille. Donc, il y a toi le modèle. Moi, j'avais 2 safety. Bouteille. T'as 2 safety pour toi, plus le photographe qui est en plongée bouteille, plus... Un safety pour lui.
Donc vous êtes 1, 2, 3, 6. 4, vous êtes 6. Oui, on parle toute l'équipe ensemble. Puis évidemment, on a fait un très bon briefing avant de rentrer à l'eau. Donc, pourquoi j'avais 2 safety divers? Il y en a un qui, à chaque fois que je faisais un signe, ben, il m'emmenait le détendeur, donc je pouvais respirer. Évidemment, pas de masque ou quoi que ce soit. Et le deuxième, c'était pas une robe que je portais, mais un tissu qui était enroulé autour de moi qui faisait 30 mètres de long. Wow. Donc, le deuxième safety diver, lui, il tenait le tissu à l'autre bout. Fait que c'était vraiment... 30 mètres? Oui. Wow. Donc, ça donne l'effet dans le visuel. tissu et quoi. Donc, mais le photographe est très, très connu pour ça. Il est très connu pour la lumière et avec la composition des textiles. Donc, à chaque fois, tu prends une respiration, tu prends la pause, tu attends, tu prends les clichés. Donc, ça peut durer 15, 20, 30 minutes. Puis, évidemment, ben, après, tu remets l'unité. Et vous étiez sur quelle profondeur? Vous étiez sur 15-20? Non, c'est pas très... C'était à The Cave. Donc, pour avoir l'effet de profondeur de la cave aux alentours, je crois qu'on était à 12. 12. Il l'a fait aussi avec Nancy, mais... Nancy, c'est qui? Nancy Gibson, parce que j'étais en train de faire... J'étais sur le bateau, j'étais avec les dauphins quand le photographe était venu, donc il m'a demandé un autre modèle. J'avais donné avec Nancy. Nancy, elle a fait les mêmes photos avec l'éléphant à 25 mètres. Donc, mais c'est quelque chose qui est vraiment cool à faire. Évidemment, il faut prendre son temps, puis on fait les paliers de décompression en remontant. Donc, il faut rappeler, tu pars en plongée bouteille et c'est pendant l'apnée plongée bouteille que tu réalises des apnées. Ouais. Et c'est pas toi qui descends en apnée, tu prends de l'air. D'ailleurs, on le rappelle aux gens, quand vous êtes en apnée, ne prenez jamais d'air de la part des plongeurs bouteilles. Non. Ça peut être extrêmement dangereux, vous pouvez faire une surpression pulmonaire, et là, c'est la mort. Oui, non, là, c'est pas cool, mais même moi, sur les photos, je sais qu'on les voit pas sur les photos, mais vu que je respire l'air, je retiens mon souffle, mais je laisse tout le temps de l'air échapper, soit par le nez ou soit par la bouche. Donc, je retiens pas. Parce même que... si tu restes à la même profondeur? Oui. Pourquoi? Sur pression, en fait, c'est la même chose. De un, en scuba, une des premières règles en scuba, c'est de ne pas retenir son souffle. Ouais. Donc, même si je retiens mon souffle, je vais laisser pareil quelques petites bulles. Okay. Pour pas avoir une surpression. Et aussi, tu as l'échange gazeux. C'est pas de l'air ambiant, c'est de l'air comprimé. Donc, il faut absolument que tu le laisses échapper. Faut pas que tu le conserves non plus. Ah, je pensais que tu t'expirais pas du tout, au contraire. Non, faut que tu laisses l'air sortir. C'est sûr que pour les photos, tu laisses un petit filament ou tu laisses quelque chose sortir, mais c'est pas, tu ne retiens pas ton souffle non plus. Donc, c'est très, très différent. Et est-ce que tu as un souvenir de shooting qui t'a particulièrement touché? Une photo dont tu es très fière? J'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai rencontré tellement de belles personnes, de bons photographes mondialement. Je crois que mon portfolio en photo est assez phénoménal. Il faut aller sur ton compte Instagram. Merci. Comment s'appelle ton compte Instagram, d'ailleurs, pour les auditeurs? Cat4Dive. C-A-T-H, le chiffre 4, D-I-V-E. Cat4Dive. Je crois que c'est assez impressionnant tout le matériel que j'ai pu créer avec autant de qualité de gens, de photographes. Non, mais ton mur Insta, c'est fou. La qualité des photos. Mais c'est fou. Wow. Une photo en particulier, je pourrais pas te dire, parce que chaque photographe t'apporte quelque chose. Chaque photographe t'enseigne quelque chose aussi. Il y a des photos, on dirait plus que c'est toi. Tellement la manière de travailler est différente. Je fais, mais c'est 4 ça? Oui. Ah oui, c'est 4. C'est la 4 que je connais là, non? Tiens, oui. Ouais, s'il y a beaucoup de bracelets autour de la cheville, c'est sûr que c'est moi. C'est la façon des fois aussi, quand on a des photos de groupe, puis qu'on met tous des maillots qui sont similaires, c'est comme, OK, ça c'est qui? Est-ce que c'est Julia? Est-ce que c'est Milia? Est-ce que c'est Sarah? Non, OK, ça c'est moi, c'est sûr. Donc, c'est très... Ok, et tu nous parlais des tripes dauphins. Donc c'est à Sataya, c'est ça? Oui. Sataya qui est au sud-est de l'Égypte. Oui, donc, dans la mer Rouge bien encore. Entendu. Et c'est un endroit qui est extrêmement connu pour ses bancs de dauphins qui sont très joueurs, très communicatifs. Et tu organises des trips de freedivers là-bas. Et je crois que tu as vécu des moments magnifiques. Oui, c'est trop beau. En fait, c'est avec le seul voilier de toute l'Égypte. Donc, déjà en partant, c'est quelque chose de très drôle. C'est le seul voilier légal qui fait ça s'appelle pour l'eau, ça s'appelle des sea safaris. Donc,
On reste sur le voilier, on ne touche pas terre, tout dépendamment des expéditions. Ça peut être 3 jours, 4 jours, 6 jours, ça peut être même 10 jours. N'importe qui peut louer le bateau, en fait. C'est accessible à tout le monde. Ça fait plus de 5 ans que je suis en collaboration avec eux aussi. Avec une sirène. Avec une sirène, je crois que t'es en collab. Oui. Non, mais les dauphins, ils s'en foutent tellement des sirènes. Sarah, qui est une guide sur le bateau, Sarah, c'est l'officielle mermaid d'Égypte. J'ai fait des vidéos avec elle et des photos. Elle met la queue de sirène, puis les dauphins, ils passent à côté. Ouais, t'es juste un poisson. Ils s'en foutent carrément, je crois. Mais je crois qu'avec plusieurs analyses, avec plusieurs temps, plusieurs couleurs aussi, on peut avoir les meilleures interactions avec les dauphins. C'est pour ça que tu mets des maillots toujours avec des couleurs excentriques. Beaucoup de couleurs ou beaucoup de blanc. Je crois que ça les attire, mais les dauphins aussi, il y a un comportement à avoir avec eux dans l'eau. Évidemment, on ne touche pas. Ils sont en liberté, puis s'ils veulent, ben, ils vont jouer avec toi. Il y a une façon aussi, le matin ils sont endormis, l'après-midi ils sont plus réveillés. Donc c'est vraiment cool comme expérience. J'ai eu de tout, hein. J'ai eu des gens qui n'avaient jamais vu la mer, qui sont venus dans la mer pour la première fois. Wow. Donc j'ai claque. Ouais. Puis Sataya, c'est un des plus beaux récifs d'Égypte. C'est le plus long récif en dehors de la côte. Sataya fait près de 7 km de long. Donc, c'est comme un croissant, si on veut. Ça fait l'espace de 2C. C'est très, très beau. D'un côté, c'est un tombant qui descend jusqu'à 200-300 mètres. Puis à l'intérieur, où il y a le lagon, c'est à peu près maximum une vingtaine de mètres. Donc, il y a tout le temps possibilité de voir le sol. Donc, mais les gens, la réaction est tout le temps la même chose. Ils sont très contents, c'est très beau. Les dauphins, c'est des spinners. Donc, c'est des petits dauphins. Donc, c'est des dauphins qui font à peu près entre 1,30 m à 1,80 m. C'est des dauphins communs ou c'est des... Spinners. C'est quoi en français? Bonne question. Mais c'est pas les gros, c'est pas les bottlenose. bottlenose. Dauphins. Mais sur les photos, j'ai pas vu les taches noires et blanches, donc c'est pas des dauphins communs. Non, mais c'est pas les gens confondent aussi beaucoup avec les bottlenose, qui sont beaucoup plus gris et beaucoup plus gros, qui peuvent faire jusqu'à 4 mètres, qui sont plus joueurs aussi. C'est les dauphins à long bec? Peut-être. C'est ça, ouais. À 1,3 à 2,4. Oui. Ouais, c'est ça. Dauphin à long bec en Dauphin français. à long bec, de mer Rouge. Ils sont très cool. Oui, parce qu'ils sautent. Ils sautent à l'extérieur de l'air. De l'eau, pardon, ils sautent en l'air. Ils sont vraiment très drôles. Ils sont le fun à observer. Puis, en fait, c'est une très belle activité à faire, que ce soit pour débutants, que ce soit en famille. J'ai apporté des gens de partout dans le monde, même les champions. Une fois, Gary, qui est le champion en profondeur pour le UK, pour l'Angleterre. Gary White-Eye. White-Eye. Oui, qui est très drôle. Il est venu sur le bateau. Fatima aussi est venue sur le bateau. Anna. Fatima Komorok. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais ils disent toutes la même chose. Même si c'est des plongeurs profonds qui font du 100 mètres et plus, ou même Tito qui est venu sur le bateau, ils voient les dauphins, puis on laisse pas... La première immersion dans l'eau avec les dauphins, tout le monde oublie tout. T'oublies d'égaliser, t'oublies ta technique, t'oublies tout. C'est tellement fun, ça va tellement vite aussi. Ça va très très vite les dauphins. Oh oui, c'est le meilleur workout. Je pense que c'est ce que je disais à Tatiana. Les gens se rendent pas compte sur les vidéos, mais comment tu palmes, tu mets des cuisses pour suivre le rythme. Et on a l'impression que tu bouges pas, mais t'avances à une vitesse. Non, je me disais, j'ai été au Dauphin une fois, puis je suivais une championne olympique pour faire des vidéos de elle, pour son contenu. Donc elle suivait les dauphins, moi je la suivais elle. Donc je me disais, waouh, ça c'est un des plus gros workouts. Parce que ça tire, ça va vite, oui. C'est ce que j'ai dit à Tatiana après la compétition en piscine, parce qu'on est allé sur le bateau après. J'ai dit, tout ce qu'on a fait comme entraînement, ça va absolument rien dire. Parce que la pool competition, c'est rien. Après ça, quand on va aller au Dauphin, tu vas voir, c'est là que ça va payer. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Ouais. Mais c'est accessible pour tout le monde. Hein. J'ai eu des gens qui sont venus, comme je dis, qui n'ont jamais touché à l'eau. J'ai eu des gens qui ont privatisé le bateau pour être seulement en famille. Ça peut être comme vous voulez, ou sinon vous êtes un groupe d'amis qui veut passer le jour de l'an ensemble. Ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment cool pour ça.
Et, mais ouais, c'est super. Et Kat, si j'arrive sur un autre sujet, Ouais. c'est... donc on a parlé du fait d'être une femme dans le Sinaï, mais ça... Oh là là, excusez-moi, je suis fatigué moi. Ça fait quoi d'être une maman maintenant, Adhab? Parce que je crois que t'as un petit gars qui est arrivé. Qui est trop cool. Ouais, il est trop cool, autant. Qui est trop cute, hein. Je crois que ça amène une belle dynamique. Quand on parlait plus tôt par rapport aux rapports avec les Égyptiens et les Bédouins, vu qu'ici, ben, c'est très famille. La majorité des familles ont plus que 6 enfants. Ouais. Les familles ont 6 enfants en moyenne? Et plus, oui. Et plus? Oui. Wow. C'est sûr qu'il y a des familles qui en ont juste 2 ou 3 ou quoi que ce soit, ou juste 1. Mais de façon générale, il y a un bébé en Égypte qui naît à tous les 3 secondes. Ah bon? C'est immense. Fait que dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, l'Égypte, ça va être quelque chose. Attends, c'est sérieux là? Un enfant qui naît? À tous les 3 secondes en Égypte. La population égyptienne, déjà, il faut le rappeler, c'est 107 millions de personnes. 148. Ils disent 107 là, le 2 novembre 2024. Oh wow! Moi, j'avais lu que c'était beaucoup plus... Parce que nous, au Canada, on a passé les 40 millions. Et dernièrement, ça fait pas très très longtemps. On a passé les 40 millions, puis c'est la population du cœur. Les points, sur le.fr, les chiffres bruts ont de quoi impressionner. Toutes les 18 secondes, un nouveau bébé né en Égypte. Incroyable. Et chaque année, c'est à peu près 2 millions de personnes en plus en Égypte. C'est fou, hein? Ouais. Donc tous les 18 secondes. Incroyable. Donc, ça sera le troisième pays d'Afrique le plus peuplé après l'Éthiopie et le Nigeria. oui, je savais que le Nigeria avait beaucoup aussi, parce que ça va être... Je sais pas si ça va être des problèmes pour plus tard, parce qu'après, on parle d'éducation, on parle d'emploi, on parle de beaucoup de choses. Donc, je sais pas si ça apporte du bien ou si ça apporte du mal, mais ça va être à voir. Ouais, il prévoit même 160 millions d'habitants en Égypte en 2050. Wow. Ça sent bien. Donc, qu'est-ce que ça change? Ben, le fait que j'habite avec les Bédouins, j'habite dans un logement qui appartient aux Bédouins. J'ai vu depuis que j'ai un enfant, j'ai vu que c'est beaucoup plus familial, beaucoup plus de respect. Les gens ici, c'est pas comme en France, c'est pas comme au Canada. Les gens ici, tu sais, je peux aller prendre un café, je peux aller déjeuner, puis le serveur va prendre le serveur va prendre mon bébé pour s'occuper de lui pendant que je vais manger. Jamais tu vas voir ça à Montréal. Jamais tu vas voir ça à Paris. C'est impossible. Tu te déranges, au contraire, si tu arrives avec ton enfant. Donc ici, c'est très familial, c'est très le fun. N'importe où tu marches dans les rues, les gens vont t'arrêter, ils vont serrer la main. Salam, salam, mashallah. Donc c'est très, très... Je trouve que c'est très beau à voir parce que c'est hyper chaleureux, c'est super sécuritaire, parce qu'ils adorent les enfants. C'est très sécuritaire ici. Ça, il faut le rappeler. C'est super sécuritaire. Donc, le fait d'avoir un enfant, je crois que ça apporte une belle dynamique aussi. Puis comme là, j'ai la possibilité d'intégrer plus avec les Bédouins aussi, de poser plus de questions parce que c'est un monde différent. C'est le monde de la maternité, de savoir comment que eux ça fonctionne, de savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur tradition. On pourrait en parler pendant longtemps, mais ici, ils font des césariennes parce que la femme blanche fait des césariennes. C'est ça leur mentalité. Donc, ça devient des fois un petit peu aberrant parce que c'est comme, mais non, mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ce qu'il faut. Comme... Bref, ça change, mais ça change pour le mieux. Tu vois beaucoup une belle facette des gens que tu n'avais aucune idée qui étaient autant gentils, genre Mohamed du Fresh Fish. Mais à chaque fois, il est content quand il voit le petit. Oui, il y a beaucoup... mais tout le monde de façon générale. Puis ça ne cause pas de problème. C'est ça qui est beau aussi, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux aller au restaurant, tu peux aller manger, tu peux aller faire une sortie. C'est pas grave si tu pars à 6 heures à place de rester jusqu'à 9-10 heures le soir parce qu'il faut que tu t'en ailles, c'est compréhensible. Donc, c'est vraiment plus axé sur la famille. C'est pas grave si un enfant pleure. Tu vas pas avoir des regards de gens autour de toi, mais tais-toi, fais-le taire, pourquoi? C'est bruyant. Donc, c'est
c'est une belle approche, je trouve, qu'ils ont ici pour ça. C'est moins dérangeant. Parce qu'au Québec, jamais je vais emmener mon enfant au restaurant. À Paris, jamais non plus. Parce que s'il pleure, s'il y a quoi que ce soit, ben, les gens autour vont te regarder avec des couteaux dans les yeux en me disant ben, qu'est-ce que tu fais? Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Ils pleurent, ah, viens me voir! Puis comme... Donc c'est vraiment. C'est très très beau pour ça. Mais ils sont très. Je sais pas, parce qu'après ça, là, on va rentrer dans le Ramadan le mois prochain. Ouais. Après ça, les enfants sont dans la rue jusqu'à 4 heures du matin, que tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas aucun parent qui les regarde? Puis après ça, ben, ils font plein de conneries aussi. Ah, pendant le Ramadan, c'est un peu le bordel? C'est hyper le bordel. Tu vas voir le nombre d'animaux qui se font tuer aussi. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas de parents qui surveillent. Puis ben, évidemment, si tu sais, le petit Les gars enfants qui qui vient. lancent des cailloux, des choses comme ça, sur les chiens, par exemple? Ouais, mais il y a ça, ou sinon, ben, tu vas avoir une chatte qui a mis bas, ben, ils vont prendre les chatons, puis ils vont les lancer, ils vont les étouffer, voir ça prend combien de temps avant que ça meure. Ouais, il y avait Ils font des trucs vraiment terribles. Mais c'est quoi? C'est les gamins de la rue, Oui. le soir, quand ils traînent, quoi? Oui, parce que parce c'est que- le Ramadan. Non, mais de façon générale, pas juste. Le Ramadan, c'est juste parce que là, ils vont vivre de nuit et non de Ouais. jour. Donc, toi, la nuit, tu essaies de dormir, mais tu entends tout le monde crier ou faire la fête ou quoi que ce soit. Donc, c'est différent. Et cette année, ça commence quand exactement le Ramadan? C'est tout le mois de mars. À partir du, je crois que c'est le 1er ou le 2 mars jusqu'à la fin du mois. C'est vraiment tout le mois de mars. Donc, c'est un ramadan d'hiver. Donc, c'est beaucoup plus agréable en hiver pour ceux qui le pratiquent qu'en été. Ouais, parce qu'ils boivent pas la journée, c'est ça? Ils peuvent Ils pas boivent- boire ni manger. Puis, ils n'ont pas le droit de fumer. Ça, on va le rappeler, c'est quelque chose de très important. L'Égypte, c'est un des pays les plus fumeurs. 80% de la population des hommes fument. Ah ouais? C'est pour ça que tu vois tout le temps tout le monde fumer. C'est phénoménal. Hein. Donc, la première semaine du Ramadan, c'est dangereux. Parce que tout le monde est agressif, tout le monde n'a pas eu son tabac, tout le monde n'a pas le droit de boire ou quoi que ce soit. Donc, les 15 minutes avant que la mosquée elle donne le signal pour pouvoir manger, sois pas dans les rues. Parce que les taxis, ils roulent vite, sont pressés. Mais juste la première semaine. Après ça, l'adaptation, on dirait qu'elle est faite, puis ça va pour le reste du mois. Mais c'est correct. On va aller en Pologne. On s'en va en Pologne, on va aller faire Ah, vous partez en Pologne en mars? Ouais, on s'en va en Pologne, on va aller voir Emilia, justement. Tito, il fait un workshop d'égalisation au Deep Spot Poland. Ouais, Puis en la même fameuse temps- piscine qui fait 36... 42. 42. 44, parce qu'il y a le challenge Deep Spot. Puis le challenge, c'est 44 mètres. Donc, Facile. mais c'est... Ouais. Ouais. Là, tu vois, je suis sur les articles, là, ils disent le tabagisme en Égypte, et c'est vraiment ils parlent de pandémie tabagique. Oui. Et ils disent que 34,2% des hommes sont concernés contre 0,2% des femmes. Donc c'est vraiment Oui. les hommes qui fument, quoi. Oui, c'est vraiment les hommes, c'est partout. Les femmes qui fument, j'en ai rarement vu, mais j'en ai vu plus à Alexandrie. Parce Ok, qu'Alexandrie, c'est là qu'il y a beaucoup d'universités aussi. C'est une ville, c'est une très vieille ville d'Égypte. Puis vu qu'il y a beaucoup, je sais pas, le Caire, c'est plus jeune, c'est beaucoup plus dynamique. Évidemment, j'ai des amies égyptiennes qui fument, mais c'est très rare de voir. Tu vas voir une ou deux femmes dans toute ta journée versus tous les hommes que Les tu vas hommes, ils rencontrer. fument, Tout le monde fume, c'est fou. Tu vois, ils expliquent que c'est aussi un facteur majeur d'appauvrissement. Et en moyenne, un Égyptien dépense 300 € par an dans le tabac. Alors Oui, mais que si le tu salaire fumes, moyen toi- s'élève à 190 € par mois et que ça représente le tabac et l'alcool 25% des dépenses du ménage égyptien. Putain, c'est fou au final. Oui. Waouh. Oui, mais ils fument énormément. C'est une des excuses qu'on reçoit tout le temps en tant qu'instructeur, si tu as des Égyptiens comme clients. Oui, mais moi, je fume. Oui, mais c'est pas grave. Oui, l'esthétique, ça va être facile pour toi, mais, mais sinon, c'est pas grave. Mais je crois que j'ai rarement eu des étudiants égyptiens en apnée qui ne fumaient pas. La plupart de tous fument. Je pourrais les compter, ceux que j'ai eus qui n'ont pas... Donc, ça en fait vraiment beaucoup. Kat, c'est qui ta freediving family à Dahab? Il y en a beaucoup, parce que ça vient puis ça repart. My freediving family, mais il va y avoir Julia, il va y avoir Nana,
Alors, Julia, c'est... Julia Mina, c'est une Suisse, German Suisse. Ça fait des années. Elle fait des retraites, oui. Elle est ici depuis des années aussi. Elle considère qu'elle est ici en même temps que moi qui est arrivée, parce que ça a été la première année qu'elle s'est établie, mais elle est déjà venue auparavant plusieurs fois. Ça a été une de mes premières amies, parce qu'en Suisse, ils parlent plein de langues. Puis elle avait un petit basic de français, mais elle comprenait pas mon français. Mais ouais, mais moi des fois je comprenais pas des jeux. Ça a été top. Après ça, évidemment, Nana, qui est une photographe hors pair, qui est ici pratiquement tout le temps. Après ça, évidemment, j'ai des amies égyptiennes. Non, il y a Clara, la française, que tu pourrais interviewer. Ben oui, ça pourrait être Clara Katz. Yep. Clara, mais qui est ici depuis 3 ans maintenant. Après ça, il y a tellement de monde, mais je dirais plus. On a rarement plongé ensemble, Katz. Oui, c'est vrai. Hein? Comme on travaille tellement. Les horaires, des fois. C'est correct. Repos, on ira en piscine pour la comp. Ouais. Oui, on était en face, t'as pas d'excuses. Ouais, c'est vrai, on a rarement plongé ensemble. Il faudrait, ce serait bien. Ah ouais. Mais quand les instructeurs, on travaille pas, on aime bien rester au sec. Surtout là pour l'hiver, mais après ça va. Après, un coup qui commence à faire chaud, yallah. Kat, j'avais envie de monter un petit jeu sur les expressions québécoises. Parce que nous, les Français, ça nous fait vraiment rire. Souvent, on comprend pas ce qu'ils voulaient dire. Façon générale, ils comprennent rien. C'est coach français, là. Est-ce que tu peux nous partager des expressions québécoises? Par exemple, est-ce que si moi je te dis avoir de la chatte, tu comprends? Oui, mais on va pas utiliser ça. Ok, parce que c'est franco-français. Ouais, mais aussi, on n'utilise pas les mêmes mots pour les mêmes... comment dire, les mêmes expressions. C'est comme vous, exemple, vous allez dire un séchoir. Un séchoir? Un séchoir, c'est pour sécher les vêtements, pour un Français. Ouais. Mais pour nous, un séchoir, c'est un truc pour sécher les cheveux. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'expressions qui sont différentes. Ici, à Dab, il y a du monde à la messe. Il y a du monde à la messe? Ouais, il y a du monde à la messe. Faut que tu manges tes mots en même temps. Il y a du monde à la messe. Ça vient du temps catholique, il y a presque une centaine d'années, que les gens, quand ils allaient à l'église, se disaient tout le temps que s'il y a beaucoup de monde à la messe, ça veut dire que c'est bondé de gens. Ouais. Donc, il y a du monde à la messe. Et attends, il y a quelqu'un qui passe à côté de nous qui ne dit rien, là. T'as dit bonjour à la Free Diving Family, quand même. Ciao, ciao! Au revoir! Donc... Ouais, attends, ça, c'est quoi l'expression qu'on pourrait dire? Attache ta tuque, là. Attache ta tuque avec de la broche à foin, ça va flyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va aller vite. Ça va aller vite? Oui. Attache ta tuque, ça veut dire ça va aller vite? Attache ta tuque avec de la broche à foin. La broche à foin, c'est ce qu'on... C'est quoi? Non? Non. La broche à foin? Oui. La broche, ça va être le pic pour la ferme, quoi. Ouais, le barbelé que tu vas mettre autour... Quand les fermiers ils roulent tout le blé ou quoi que ce soit, le barbelé, la tige de métal qui va retenir le tout. C'est fait attache ta tuque. Ouais, attache ta tuque avec la broche à foin, ça va flyer. Coin cri, là. Hein? Coin cri. C'est pas ça que tu m'as dit tout à l'heure? Le coin cri? Bon, m'a te cointré. Ouais, c'est quoi ça? Cointré. Ça veut dire que t'es coincé. T'es coincé? T'es coincé. M'a te cointré, ça vient du mot coin. Ça veut dire, exemple, t'es dans un bar où quelqu'un passe à côté de toi puis t'as pas d'espace pour pouvoir bouger, t'es cointré. T'es coincé. T'es coincé, ouais. T'es cointré. Après ça, on dit tout le temps « away ». Away. Ça veut dire « allez, bouge, va vite, away, grouille-toi, je t'attends ». Est-ce qu'on dit tabarnak ou tabernac? Tabarnak. Tabarnak. Oui, mais mais ça c'est... on dit taber souvent. Ah ouais? Tabarnak. Tabernac. Mais c'est pas un beau mot à dire. C'est un mot qui vient du catholisme. C'est la coupe dans laquelle Jésus a bu l'eau de vie avant de mourir. Donc tous nos jurons, c'est tous nos jurons qui sont utilisés... Mais si je dis tabernac à quelqu'un, là, c'est vraiment insultant parce que... Ouais, je me rends pas compte. Ah non, si tu dis « estique tes caves », ça c'est insultant. Ah, si t'es cave. Estique tes caves. Ah, si t'es... C'est trop mignon. Non, tabarnak, tu vas l'utiliser malheureusement comme si tu te pètes la petite orteille sur le bord du coin. Ouais. Ça,
C'est sûr, genre, c'est un mot plus violent, méchant, mais tu sais, tu peux le conjuguer aussi, mais t'as tabarnaqué une. Ça veut dire je vais te donner une claque. On peut les utiliser, mais souvent les plus connus, ça va être esti, E-S-T-I. Esti que t'es con, ça veut dire mais putain, t'es stupide, quoi. Ça veut dire, ou hostie, O-S-T-I, qui est le... Hostie? Le truc, le truc blanc. Hostie de calice, là. Hostie de calice de tabarnak. Hostie de calice de tabarnak, là. Ouais, ça... On dirait c'est pas bon. En fait. Non, c'est pas beau à dire. Ah bah, pour nous, c'est mignon, hein. Les insultes françaises, c'est beaucoup. Ah, mais nous, on dit la même chose, hein. Une petite pète l'orteil sur le bord, tu sais, oh putain, l'enfoiré! C'est tellement gay. Tellement gay. Oui. Oui, on va rire plus de ça. Mais après, t'as le trou de cul en dessous du bras. T'as le quoi? T'as le trou de cul autour du bras? En dessous du bras. T'as le trou de cul en dessous du bras? Ça veut dire que t'as de la brume dans la boîte. Ça veut dire que t'as de la brume dans le boîte? T'as de la Ok, bien sûr, c'est très clair pour nos auditeurs. T'as de la bruine. De la brouette? Ça veut dire quoi? Dans le toupette. Pardon, je l'ai mal dit. T'as de la brune dans le toupette. T'as le trou de cul en dessous du bras, ça veut dire que tu viens de travailler genre un 12-14 heures dans ta journée. T'es fatigué, t'es épuisé. T'as la tête dans le cul. Ouais, vous allez dire t'as la tête dans le cul. Nous, on dit t'as le trou de cul en dessous du bras. Ok. Après ça... Hey boy! Hey boy? Ouais. Bon, Hey boy! Ça veut dire quoi? Ça, on va l'utiliser souvent comme... Hey boy, Julien est en retard de 10 minutes. Genre, hey boy! C'est un peu comme t'es surpris aussi. Ok. Genre, quelqu'un arrive. Hey boy, je t'attendais pas! Qu'est-ce que tu fais ici? Ok. Hey boy. Okay. Hey boy, on l'utilise. Et fuck le chien, ça veut dire quoi, ça? Ah, t'as fucké le chien. T'as fucké le chien. Ça, t'as fucké le chien en hostie. Ça veut dire quoi? T'as fucké le chien, ça veut dire que t'as juste mélangé les cartes. T'as mélangé les cartes? Bon, là, C'est-à-dire que tu t'es trompé? Ouais, t'as fucké le chien, ouais. Tu t'es foiré, quoi. Ouais. Tu t'es loupé. Oui. Oui. Ça Tu fait vois, mal, chien. tu vois comment c'est gay? Tu t'es loupé. Ah, mais mais c'est ouais. pas gay, si t'as fucké le chien, c'est fou, là. Fuck le chien. T'as fucké le chien, La ouais. zoophilie, c'est interdit. Virer une brosse, c'est quoi ça? Ah, t'étais sous de la veille. Virer une brosse, t'étais sous de la veille. Ouais. Genre, Hier, t'as viré une brosse un matin. Ah ouais. t'étais bourré? Oui. Virer une brosse? Ouais. Si je te disais, oh, 4 hier, t'as abusé, t'as viré une brosse. Oui. Ah, hier soir, on est parti en couille, on a viré une brosse, ouais. Ah ouais. Attends, j'en ai une autre là. C'est casser le bicycle. Ah ouais, casse-toi pas le bicycle. Ah, c'est ne pas se prendre la tête. Ouais, casse-toi pas le bicycle. Ok. Oui. C'est Tu dis ça à simple. des freeliners des fois. Oh, arrête de te casser le bicycle là. De toute façon, D'un, on n'a pas d'accent quand on parle. De deux, c'est rare que j'ai des Québécois. J'essaie d'en avoir, j'essaie de leur demander de venir, mais tu sais, c'est loin. ah, c'est pas à côté. Ouais. C'est un bon transport pour venir ici. Donc, Mais on après vous ça- rassure, c'est pas 4 jours comme t'avais mis la première fois. Hein. non, mais il faut mentionner aussi, ça m'avait coûté 300 €. Donc, Ah ouais. ça valait la peine. Après ça, des expressions. Ah, je te check. Je te check, ouais. Ouais, t'as-tu checké ça? T'as-tu répondu à mon email que je t'ai envoyé? T'as-tu checké? Le char là. Toi, t'as pas besoin de char ici. Non, on n'utilise pas de char. Le Moi, char, c'est des moi, j'ai une voitures. vieille bisoune. T'as quoi? J'ai une vieille bisoune. Une vieille bisoune. Une vieille bisoune, c'est-à-dire un vieux char. Ok. Vieux char, t'as une vieille voiture. Oui. Ah. Une vieille bisoune. T'as une vieille bagnole. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? On en a On va beaucoup. magasiner. Ouais, Tu magasiner. magasines? Ouais, magasiner. Magasiner, ça veut dire faire ses courses. Oui, mais tu peux l'utiliser pour tout. Tu peux aller au magasin pour les vêtements. Oh, on va magasiner, on n'a rien à faire samedi matin. On va magasiner. Oui. Oh là là. Tu sais quoi? Tu sais ce qui me bute le plus avec les Québécois? C'est quand vous changez le nom des films. Fast and Furious. Rapide et dangereux. Rapide et dangereux 2. Oui. Attends, t'en as d'autres des noms de films comme ça qui sont fous? Ah, je sais pas, mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est quand j'ai été à Paris, là, justement, aller voir Clara, là, 3 ans, 2 ans, 3 ans. J'étais avec ma meilleure amie du Québec, puis on rentrait dans les restaurants, puis on disait « Allô? »
Mais allo, A-L-L-O, Ouais. la façon qu'on va le dire. Allô. Automatiquement, on se faisait parler en anglais ou Oui, parce que les automatiquement... Français vont comprendre hello. Oui. Pour nous, c'est juste normal. Hey, on va dire salut, mais on va pas dire le matin, bon avant-midi, Quand bon tu dis dîner. Bon matin, moi je comprends pas, je suis toujours bugué. Bon matin, oui. Mais c'est une façon pour la matinée. Après ça, en fin d'après-midi, mais on va dire salut ou allô. Donc, on n'utilise pas les mêmes choses. Donc, à Paris, à chaque fois, soit j'avais un menu en anglais, puis j'étais comme, je peux avoir un menu en français? Quoi? Vous dites? Est-ce que je peux avoir un menu en français? Donc, c'était très drôle, hein? Ouais. Aussi. Attends, j'en ai un qui est drôle. Tu sais, le film d'animation Disney Pixar, là, les Ouais. Cars. Cars. Vous avez appelé ça Les bagnoles. Ouais, les bagnoles. Vous êtes plus français que nous, quoi. Oui, parce que vous, quand vous allez au McDonald's, vous allez manger une glace ou vous allez manger des mecs croquettes. Ouais, non? Ah non, vous dites des mecs chicken. Mac Chicken. Des mac chicken. Mais oui, mais c'est en anglais. Nous, on va dire des croquettes. Des... Nous, on va manger des croquettes. Vous, vous allez manger une ice. Non, on mange une crème glacée. C'est trop drôle. Sur nos arrêts, c'est marqué arrêt, c'est pas marqué stop. J'en ai plein d'autres des exemples de titres de films drôles. Tu sais comment vous avez appelé Pulp Fiction? Oui. Fiction pulpeuse. Ouais. Ouais, on en a des. Dirty Dancing, vous l'avez appelé Danse lascive. Danse lascive, oui. T'as vu Danse lascive, toi? Ça fait longtemps. Starship Troopers, les patrouilleurs de l'espace. Oui. Professeur Faldingue. Nigo de professeur. Nigo de professeur. Ah, ça fait longtemps, ça. Oh my god. Chicken Run, vous l'avez appelé Poulet en fuite. Oui! Mais c'est Poulet en vrai? fuite, j'aime bien, c'est rigolo. C'est vrai? En plus, c'est un film qui est très drôle. Et Kill Bill, oh non, vous avez osé faire ça, quoi. Kill Ouais. Bill, vous l'avez appelé Tuer Bill. Ouais. Ouais, mais on traduit mot pour mot. Oui. Film de peur, Scary Movie. Oui, film de peur 1, 2, 3, 4. Film de peur. Vous l'appelez comment? Bah, Scary Movie, quoi. Ah, mais non. Oh là là, c'est trop drôle. Attends, j'en cherche Vendredi autre. 13. Ah, Ghost, mon Fran- fantôme d'amour. Oui. Tu l'as aimé ce film? Mais c'était pas mon fantôme bien aimé? Putain, Scream, vous l'avez appelé Frisson. Ben oui! Les Moi, Mignois. chez méchant, déteste. Les mignons. Pourquoi moi, chez méchant, vous l'avez appelé détestable moi? Détestable moi. Appelez moi, chez méchant. Et même les mots en français, les titres en français, vous les changez. Oui, mais pas. on a la loi 101 sur la loi canadienne. Vous devez vous réapproprier la langue? Oui. Ah. Donc, exemple, sur les stations de radio, toutes les stations de radio québécoises dans le Canada ont l'obligation de 8 h le soir à 8 h le matin de mettre de la musique seulement en québécois. Ok, ouais. Ou seulement en français. Ouais. Ça peut être français, ça peut être n'importe quoi, mais seulement de la langue française. Ouais. Donc, on a la loi qui est appropriée au français, sinon, ben, ça ferait longtemps, comme malheureusement dans plein de pays, on serait assimilé. Donc, on a certaines lois qui vont nous protéger. Donc, je crois que pour tout ce qui est artistique aussi, comme ça, ben, on adapte. Oui, on pourrait le laisser en anglais, mais il y a une traduction. Donc, Scary Movie, c'est vrai que c'est film de peur. Film de peur. Donc, Oh là là, j'adore. Est-ce que tu as une citation préférée, Kat? Ça dépend pourquoi, mais il y en a beaucoup, oui. Bah, une par exemple en tant que maman. Est-ce que t'en as une? Ou en tant que femme? En tant que maman, c'est que tout change et tout évolue tellement vite que t'as pas le temps de t'adapter. Donc, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois? Un jour à la fois. Et en tant qu'athlète? En tant qu'athlète, je crois que ça pourrait être un dicton, mais que j'utilise dans la vie de tous les jours. Soit tu partages ou soit que tu... Ça revient à ce que j'ai dit plus tôt. C'est soit que dans la vie de tous les jours, soit que tu compétitionnes ou soit you do competition or you do collaboration. Donc, je crois que ça s'applique bien dans la vie de tous les jours. Ça s'applique bien aussi en tant qu'athlète pour savoir comment d'autres vont s'entraîner, qu'est-ce qu'ils vont faire. Sujet indéterminable et inépuisable de légalisation. Voilà. Et les fameuses longues conversations sur le fil. À n'en plus finir. Après, non, mais après, si j'en ai un dicton ici à Dahab, ben, il y a un prix à payer. Avez-vous paradis?
Après ça, de Il y façon a un prix à générale, payer à vivre au paradis, ce serait quoi le prix alors? Les inconvénients de vivre à Havre? il n'y a pas d'eau courante. Ouais, il n'y a pas d'eau courante. Et C'est l'eau, l'eau bien dessalée. oui, mais tu te brosses pas les dents avec ça, tu cuisines pas avec ça, donc après ça, évidemment, mais tu sais, c'est un pays, c'est pour ça que ça reste un pays du tiers-monde, c'est qu'il n'y a pas de l'eau utilisable à la population. C'est un des critères. Donc, même si le pays est hyper évolué, parce que oui, ils ont les hôpitaux, ils ont les autoroutes, ils ont les universités, ils ont ci, ils ont ça, il n'y a pas accès à l'eau potable pour la population. Donc, c'est pour ça que ça reste un pays du tiers-monde, même si c'est un pays qui n'est pas si pauvre, puis c'est pas un pays qui est si cheap. C'est pareil, t'as vu en 2 ans, 2 ans et demi, comment que ça l'a vraiment... Ça reste, oui, c'est pareil à affordable, là, c'est pareil abordable, mais ça reste que ça l'a énormément changé. Après ça, ben, à cause de l'eau, justement, ben, ça amène certaines bactéries, certains virus que on peut avoir au Canada, qu'on peut avoir en France, mais qu'on n'a pas nécessairement dans la vie de tous les jours. Évidemment, ben, comment qu'on dit... mon franglais est en train de pogner le bord. Ouais. Mon cerveau est en train de crisser le camp. T'as fait que le chien, là. Ouais. Non, je parle de la pollution aussi, mais ça revient avec l'eau. C'est système d'épuration, système de déchets. C'est sûr que c'est très différent. Après ça, de façon générale, ouais, le prix à payer ici, ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont apprécier d'âme, mais il y a beaucoup de gens comme... Il n'y a pas d'activité de nuit, il n'y a pas de bar, il n'y a pas ci, donc ça reste que c'est merveilleux pour l'entraînement. Après ça, tu te dors des 10 heures de temps, des 12 heures, c'est top. Mais bref, ouais. Soit que tu compétitionnes ou soit que tu collabores. Je crois que c'est un très beau dicton. Un jour à la fois, puis on verra. Un jour à la fois, puis on verra. Ouais. Top. Aujourd'hui, dans le milieu de l'apnée, c'est qui t'inspire, qui te donne de la force, qui te donne envie de plonger, de retourner aller dans l'eau? J'aime beaucoup Alenka. Parce que Alenka, comment? Arteri. Alenka Arteri, qui a eu plusieurs records du monde. Oui, je crois qu'elle est très humble. Je crois qu'elle est très posée comme personne. Elle est super gentille. Elle est vraiment terre à terre. C'est une très belle humaine, si on veut. Après ça... Il y a tellement de belles personnes. C'est dur de trouver une seule personne. Tu sais, chez les hommes, j'aime bien Stéphane Randing. Ouais. Encore une fois, qui est très posé, qui est très calme, qui a une technique super beau, qui est vraiment bien, qui est très inspirant pour la jeunesse. Jindřiška Jindřich, qui vient de la République tchèque. C'est la fille de Martin Zajac, donc Jindřiška Zajac. Je trouve qu'elle est très, très belle dans l'eau, mais elle a grandi. Son père l'a entraînée, est venu à Dahab quand elle avait 4 ans la première fois. Donc, c'est sûr, c'est un poisson dans l'eau, mais elle est très, très hydrodynamique. Je crois que ça va être une très belle athlète plus tard. Elle est déjà une athlète. Après ça, il y a tellement de monde ici à Dahab. On rencontre tellement de belles personnes, d'athlètes et quoi que ce soit, ou des gens qui sont inspirants à voir. Après, il y a je sais pas, la liste, ça pourrait être longue, on pourrait en parler pendant des heures. Des heures. Et dans le milieu de l'apnée, qu'est-ce qui t'agace le plus? L'ego. L'ego? Ouais. L'ego mal placé? L'ego mal placé, le fait d'être si précieux. Ouais, les princesses. Me, myself and I, oh non, don't touch me, oh non, don't talk to me, ou quoi que ce soit. Je crois que c'est quelque chose qui est un peu... Parce que je l'ai vu, je l'ai ressenti, puis aussi, je l'ai vu chez beaucoup d'athlètes lors des compétitions, en étant safety. Don't talk to me, oh no, don't do this, don't do that. Ouais, mais dude, si t'as pas de safety avec toi, s'il y a pas d'organisateur, s'il y a pas de juge, s'il y a pas de médical, il y a pas de compétition. Pas parce que toi, tu fais une plongée qui va durer 3 minutes, mais nous, ça fait des semaines qu'on travaille, puis on se claque des 12 heures, on reste des 6 heures de temps dans l'eau. Si t'es pas capable d'avoir un merci, ouais, non, ça... Donc, je crois que de ce côté-là, l'ego et le fait de... C'est pas l'ego, c'est juste être mal éduqué, quoi. Ouais, mais ça, il y en a beaucoup d'abord. Malheureusement, donc... je crois que c'est plus ça qui m'énerve un peu dans l'apnée, mais après ça, le reste... Je crois que maintenant, vu que c'est tellement mondial, que c'est tellement accessible,
je crois qu'il y a aussi un lac, ou comment on dit en français? Un manque de connaissances. Mais en même temps, il y a beaucoup de comptes qui commencent à s'immerger. Ah, comment faire ci, comment faire ça. Mais il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Genre quoi? Donc, encore une fois, sur l'égalisation. Ouais, genre c'est quoi les fausses informations sur la compensation? Il y en a tout plein. Genre tu penses à quoi? Par exemple, est-ce que les formations Share Equalization de Federico Mana, c'est une référence pour toi ou tu penses que... Je crois que oui, parce que Federico Mana, il a été avec Andrea. Ouais. Donc, je crois qu'il enseigne très bien aussi. Pardon, j'ai jamais personnellement rencontré Federico. Donc, je pourrais pas te dire, mais ça pourrait être quelque chose peut-être un jour que je pourrais suivre. Après, il y a tellement de gens, comme exemple, tu regardes Tito, il est pas sur les réseaux sociaux, c'est juste de référence. Voilà, ton amoureux qui est aussi qui a un record à 144 ans. 142. 142, en variable, mais tu sais, il est pas sur les réseaux sociaux, lui, c'est juste de référence. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien aussi, mais qu'on ne connaît pas. Après ça... D'ailleurs, je crois que Tito, en ce moment, il fait un workshop. C'est 10 jours, 4 heures par jour, que de la compense. Oui. C'est fou, ça. Mais non, ça fait sens. C'est la même chose. Je crois que Federico... En tant qu'instructeur, j'aurais jamais le niveau pour réussir à proposer ça à mes élèves. Donc, j'imagine... Oui, mais t'as pas fait 142 mètres. Puis t'as pas travaillé pendant 5 ans en dessous d'Andrea Zuccari. Ah non, mais j'aurais bien aimé. C'est... Voilà, ça, c'est... Je sais pas pour toi, mais en tant qu'instructeur... Qu'est-ce que parfois c'est frustrant de ne pas réussir à enseigner la compensation à nos élèves? Ah non, moi je le vois différemment. Je le vois comme un très beau problème. Ouais. Moi je le vois plus d'une façon optique. Plus que ton étudiant a des problèmes, plus que c'est, on va dire en bon québécois, plus que c'est le fun à gérer. Ouais. Parce qu'il faut que tu trouves une façon de te faire comprendre le plus rapidement possible pour que ton étudiant puisse évoluer. Non, après ça, c'est sûr qu'il y a les blocages mentaux, il y a les blocages, oui, d'égalisation, blablabla et tout. Mais après, il faut trouver une façon de communiquer pour pas que la personne et toi perdent du temps. Mais moi, je trouve ça, c'est des très beaux défis. C'est des façons très le fun parce qu'après ça aussi, toi, en tant qu'instructeur, ça te permet d'avoir d'autres connaissances. Ça te permet... Mais je trouve que la formation instructeur AIDA... elle est beaucoup trop légère pour qu'on apprenne, nous, après, la compensation. Oui. Elle est trop légère. Oui, moi, mais tu vois... Quand j'ai commencé à travailler pour toi, il y a 2 ans, j'étais là, mais... Il en manque. Je n'ai jamais appris à apprendre la compensation, quoi. Oui. Il faut trouver et créer soi-même ses propres outils, ou sinon faire des formations... On continue. Oui, mais c'est pour ça aussi, j'arrête pas de faire des formations. Ouais. Cette année, oui, j'ai fait la formation pour devenir instructeur-trainer. Après ça, j'ai fait la formation pour l'égalisation. Après ça... En tant que toi aussi, en tant qu'apnéiste, ben, tu continues à t'entraîner, tu continues à faire d'autres workshops. Je fais beaucoup de braiding sessions online. Je fais beaucoup de workshops. Ça n'a pas rapport à l'apnée, mais bref, ça reste de la respiration pareil. Mental coaching aussi. Il y a tellement plein d'autres sujets qui peuvent être connexes, qui peuvent aider. Donc, aller chercher toute l'information, je trouve que c'est vraiment top. Donc oui, la formation, c'est pour ça, exemple, le cours d'instructeur-trainer avec AIDA, quand je vais former des instructeurs, je ne vais pas le faire en 10 jours. Je vais le faire en 1 mois. Comme de 1, parce que j'ai la logistique d'avoir un enfant, donc je ne peux pas le faire 10 jours continuité. Mais de 2, combien d'amis ici qui ont eu le cours d'instructeur, qui l'ont fait en 10 jours, puis après ça, qui soit sont malades, soit ils n'ont pas réussi tous les requirements, soit sont blessés, exact, soit sont traumatisés, soit ils ont l'impression d'avoir rien appris parce que tout va vite. Tu sais, juste montrer le système, comment ça fonctionne, ben ça prend un temps. Montrer comment un cours se donne, mais c'est pas inné pour tout le monde d'enseigner. Donc, ça prend une certaine patience, un certain temps. Moi, quand j'avais bossé pour toi, ces 3 mois, je l'avais vu comme de la formation. Oui, mais tes premiers cours aussi, je les avais faits avec toi. Ouais. Toi, tu m'avais suivi et moi, je t'ai suivi aussi. Mais c'est vraiment toi, quand j'ai réfléchi, qui m'a... Ouais, non, il y a eu aussi la formation... Oui, tu as fait des formations. AIDA, c'était avec toi. Sinon, j'avais fait du PADI Freediver. Qui est très léger encore plus. Très léger, ouais. Oui, mais c'est quelque chose que je veux offrir en tant qu'enseignant aussi. C'est ce que je veux faire avec les prochains instructeurs. C'est je donne un cours pour vrai, puis tu shadow. La même chose que ce que tu as fait, parce qu'il y a une façon de l'enseigner, mais il y a une façon aussi
de le voir sans faire toutes les requirements. Parce que tu le sais dès le départ si quelqu'un va être capable de faire le cours ou pas. Mais après ça, comment tu peux tourner, si la personne n'a pas un succès de faire le cours, comment tu peux le tourner pareil à l'agréable? Parce que tu veux que la personne elle ait la passion, tu veux qu'elle aille dans l'eau de façon sécuritaire, tu veux qu'elle enjoy the reef, qu'elle aille voir les poissons. Trouver des jeux. Des fois, il y a des gens, c'est vrai, on sait directement, ils vont pas valider, tu vois. Non, mais des fois, en même temps, peut-être que dans 5 ans, ça va leur faire un déclic, puis après, peut-être qu'ils vont venir voir les dauphins, on sait jamais. Est-ce que, Kat, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? Quelque chose que tu aurais aimé, que tu veux partager à la Freediving Family? Que c'est un sport très sécuritaire. Mais ouais, c'est un sport sécuritaire. Que c'est un sport sécuritaire, que c'est une très belle connaissance. Encore une fois, peut-être parce qu'on vient d'en parler, mais c'est accessible pour tout le monde. C'est pas juste l'apnée quand on fait du yoga ou quand on fait du sport ou quand on fait ci. Il y a juste la connaissance du corps. Je trouve que c'est vraiment impressionnant de ce que l'apnée va apporter. Ouais. Je crois que c'est top pour ça. Toi, ça fait 7 ans que tu es sur Dahab. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'immersions qui ont eu lieu. Oui. Il y a eu quelques rares accidents. Je pense à Alice Modolo qui avait coincé sa monopale dans la... Qui est pratiquement improbable. Justement, il y a eu des gens qui ont essayé de refaire le protocole. C'est les chances de probabilité. C'est comme nous, en québécois, on dit « t'as gagné à la loterie ». Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que Alice Modolo avait coincé dans son foot pocket la balle de tennis qui était au On ne plonge pas avec une balle de tennis sur la ligne, please, les amis. On met même on met des stoppers ou quelque chose de rigide. Ou, tu sais, les trucs, les saving, que tu peux mettre des trucs aussi, que c'est waterproof. Ouais, je sais pas. Moi, c'est stopper Autopus. Ouais, ça peut être des stoppers. Mais il y a d'autres choses, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est gros. Mais encore là, tu vois, mais j'ai entendu des histoires dans le temps, on me parle de plus qu'une dizaine d'années, ceux qui étaient à Dahab auparavant, mais les stoppers, ça n'existait pas. T'arrêtais où qu'il y avait le bottom weight. Donc, ça, tu vois comment que ça change, comment que c'est cool aussi. Oui, plonger sans longe aussi à l'époque. Pendant des années. Oui. Moi, je parlais beaucoup avec Pascal Huron. Pascal, il m'expliquait, mais pendant des années, il n'y avait pas de longe, quoi. Oui, mais ça a été malheureusement à cause de Audrey. Audrey? Celle qui a... Audrey Mestre? Oui. Ah, Audrey Mestre, donc, qui est décédée parce qu'elle s'est retrouvée à 171 mètres, sans air, dans le système de nos limites, qui a donné naissance d'ailleurs au film sur Netflix Sous emprise. Oui. Ah, c'est après cet accident-là que les longes sont... Ouais. Ah oui, parce qu'au moins ils auraient pu récupérer le corps, quoi. Donc, et après, mais c'est sûr que ça, si on regarde June puis Valerio qui ont créé les alarmes EasyQ, c'est quelque chose de tout bête, mais il fallait y penser, il fallait le faire. Donc, je crois que le sport est en train d'évoluer aussi. C'est quelque chose de très beau, très, très gros, l'apnée. Après, Et après, oui, en fait, il n'y a pas d'accident, c'est pas un sport dangereux, quoi. Non, c'est un sport... Les accidents qui vont arriver, comme n'importe quoi, c'est des accidents, malheureusement, qui... Soit il y a eu un oubli, soit il y a eu une erreur. Puis après ça, c'est là que ça devient aussi mon point négatif, c'est quand l'ego... Tu sais, tu continues à plonger quand tu le sais que tu te sens mal. Tu vas, pareil, faire ta session quand tu aurais dû canceller. C'est là... Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu regardes pas ce que tu fais, tu traverses la rue, tu vas pas regarder des deux côtés, c'est sûr que tu as plus de chances de te faire frapper. Mais de façon générale, oui, on a des accidents, mais je crois que les accidents, ils sont partout, ils sont normaux aussi. Après ça, ce qui est malheureux, c'est les accidents personnels, les gens qui squeezent, les gens qui ont des problèmes, qui font des qui font des trucs comme ça. Ça, je trouve, par exemple, que c'est malheureux, mais après ça, c'est la beauté de l'apnée, c'est l'awareness. C'est c'est quoi, awareness en français? Self-awareness, ça va être l'écoute de soi. Ouais. Donc après, c'est une question de balance entre les deux. Waouh, ça fait 1h45 qu'on parle. 1h45? Waouh, la vache. Kat, est-ce que tu veux conclure cet épisode? Pour conclure cet épisode avec toi, Julien! Ouais! Merci de m'avoir invité. Normal. Ça fait plaisir. Puis après, venez plonger avec nous. Ça, c'est une bonne conclusion. Venez à Dahab plonger avec nous. Venez plonger à Dahab avec nous. On pourrait qu'on monte un stage ensemble. On pourrait. Ce serait trop cool. En mai.
En mai? Ah, en mai, moi je vais être complète. Mais en fin d'année, vas-y, on pourrait me proposer un stage ensemble. Oh, tu vas revenir déjà. Ah non, mais moi je m'installe vivre ici, plusieurs mois. Allez. Je ferai d'ici 6 mois. Bon, ben on le fait. Eh Allez. on va monter un stage avec Kat. Venez nous visiter à partir de septembre, octobre, novembre. Venez nous visiter, là. J'étais de calice, là, tabernacle. Ah non, ça on dit pas ça. J'étais de calice, là. Non. T'as Ah raison. ouais, Adab. Merci, Kat. Merci, Julien. J'espère que vous avez aimé cet épisode de la Freediving Family avec Catherine Chouinard qui nous a raconté sa vie à Dahab. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, de vous abonner sur Apple Podcast ou encore Deezer, peu importe votre plateforme, mais abonnez-vous s'il vous plaît. De plus, si vous aimez, dites-le avec 5 étoiles et pensez à noter cet épisode 5 stars. Si vous souhaitez m'aider à financer les frais du podcast, vous pouvez aussi devenir tipeur. Les liens sont sur le compte Instagram de la Freediving Family, le podcast 100% apnée, et vous pouvez devenir tipeur à partir de 1, 2 ou 5 euros. Il y a déjà 4 personnes qui ont participé. Merci à vous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode avec un invité surprise et de renom. À bientôt. C'était Julien Moreau pour la FF. Bonjour la Freediving Family, c'est Benjamin Allègre de l'école Apnée Léman. Apnée Léman est une école située près de Genève, au cœur du centre nautique d'Évian-les-Bains, dans l'une des plus belles piscines d'Europe, classée au patrimoine. Dans ce cadre exceptionnel, l'école propose des cours en piscine et dans la verticalité du lac Léman. Elle initie à l'apnée, dispense les niveaux Molchanov et Aïda et organise des entraînements en eau froide. Spécialisée en préparation mentale et gestion du froid, Apnée Léman offre l'opportunité de pratiquer l'apnée sous glace, une expérience qui renforce la confiance en soi. Ouverte toute l'année, des jeunes aux seniors, l'école enseigne le lâcher-prise, favorise l'écoute de soi pour une société plus sereine.